Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie. C'est en partie lui, celui qui vient de parler, Nicolas Coursier. Nico, hello. Hello Mehdi El Kadhafi, comment vas-tu? Ça va très très bien, écoute, La forme. La forme. On se surprend chaque fois, on sait jamais comment ça va commencer. Cette semaine, c'est bien passé, bien chargé par Elden Ring, forcément, je pense, comme tout le monde. On sort du ciné, qu'est-ce qu'on allait voir? On allait voir The Batman, parce que l'heure où on enregistre, c'est jeudi, donc on n'a pas allé Day One, mais le lendemain. Et on a plutôt kiffé. On a plutôt, c'est un avis, ma foi, véridique. Voilà. On n'a pas le temps, ça va être une très longue émission. Donc... C'est vrai que bon, il y a un gros sommaire qui nous attend, mais c'est pas l'heure du sommaire. Parce que d'abord, je vais te parler de ce que j'ai fait cette semaine hors Elden Ring, hors tout ça. C'est que j'ai joué à Babylon Fall. Et en fait, qu'est-ce que c'est Babylon Fall? Donc c'est un gameplay beat'em all d'un autre temps. C'est un truc qui est édité par Square Enix et qui est dispo aujourd'hui à l'heure où vous écoutez là cette émission. On est vendredi. Donc au premier abord, c'est un beat'em all 3D qui semble venir d'un autre âge, qui est très rudimentaire, c'est pas très souple, c'est pas très fun. Hein. L'âge de la PS3. Il y a des petits... Exactement, graphiquement c'est un jeu PS3, ça en tout cas il y a pas de souci. Il y a des petits relents Astral Chain, hein, ça j'ai un JPP de ce jeu là qui fait déjà des petits alors qu'on lui a rien demandé. Et en fait... c'est un peu un grand cache-misère, hein, tu vois, t'as une direction artistique un peu impressionniste, façon 11-11, je sais pas si tu t'en souviens de ce jeu. Si, jeu français. Exact. Et en fait, cette direction artistique, ça va masquer un peu un manque de moyens, tu vois, t'as des animations, des cinématiques qui sont complètement absentes, t'as des enchaînements de plans fixes avec par-dessus cette direction artistique, et ça me rend triste en fait pour Platinum. Tout ça, c'est qu'il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de budget. Alors est-ce que c'est de là à se demander si Square Enix n'a pas été très généreux? Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas été généreux, mais il faut savoir que le jeu il a changé de direction à plusieurs reprises, et en fait le développement s'étire et ça commence à coûter cher. Faut savoir aussi que le studio il a 4 développements en parallèle sur 3 éditeurs différents. Donc il y a Bayo 3 avec Nintendo, il y a un jeu mobile dont je ne connais pas le nom ni l'éditeur, mais je pense pas que ça nous est destiné, mais ils ont ça aussi en parallèle. Ils ont Babylon's Fall pour Square Enix et leur projet perso qui s'appelle Project GG. Donc sympa le nom. Et c'est dirigé par Camilla, donc on a envie de voir un peu, tu vois, Camilla revenir. Ils ont tout ça en parallèle et en fait ça semble, tu vois, être un petit peu le bordel. Voilà, on voit aussi Camilla et Inaba là, qui sont en yinche, qui demandent à Microsoft de les racheter. Et rachetez-nous, on a tout plus d'argent. Voilà, tout ça pour dire, tu sais, Babylon's Fall, ça sent pas très bon, mais ça me rend un peu triste pour Platinum. Ouais, mais c'est un peu à l'image de Platinum, justement, qui a démarré super fort avec Bayo, qui est un des meilleurs jeux beat'em all ces dernières années. C'est, à mon sens, leur meilleur jeu encore aujourd'hui. Et voilà, ils ont fait du travail de commande pour des éditeurs avec des projets plus ou moins modestes, des projets plus ou moins réussis. Et j'ai l'impression qu'ils arrivent peut-être au bout d'un cycle aussi, parce qu'ils veulent maintenant passer un peu à l'auto-édition avec leur projet GG, qui sera leur premier gros jeu un peu qui vont auto-éditer. Et Babylon's Fall, tu l'as dit, c'est un peu le projet maudit, on entend parler depuis un bail, ça a changé plein de fois de direction. Là, ils veulent épouser un peu le style du jeu service, donc le nouvel Eldorado, mais c'est quelque chose qui est dur à maîtriser quand tu sais pas le faire. Tu sais pas, qui a été pris un peu au dernier moment. Je parlais de plusieurs directions au jeu. Ça sent jamais très bon non plus quand tu commences à prendre une direction. Ouais, donc je pense qu'on était pas nombreux à l'attendre spécialement, le jeu, peut-être par curiosité morbide encore une fois, mais enfin là je sais qu'il sort aujourd'hui, je pense pas que j'y jouerai. Toi t'as essayé un petit peu le jeu, ça a pas l'air de t'avoir convaincu, donc et tu vois Platinum, tu parlais d'ordre des choses, hein. C'est vrai que tu commences en petit studio, normalement tu fais un petit peu de presta, tu fais après d'abord tu vas faire peut-être je sais pas des remakes, des adaptations, après tu vas choper une IP et après tu vas enfin avoir du budget et faire ta propre licence. J'ai l'impression que historiquement qu'ils sont partis à l'envers, tu vois, ils ont eu leur IP, leur grand succès, et puis ils ont après fait des prestats, après fait des adaptations, ils ont fait du Korra, Transformer, Tortue Ninja. Ils arrivent comme s'ils arrivaient pas à se dépêtrer de ça pour enfin, tu vois, avoir l'indépendance financière, éditoriale, ou d'être soutenus parce que ce qu'ils veulent, hein, par exemple un Microsoft, un gros, qui va leur laisser, tu vois, les mains libres avec les poches pleines pour qu'ils puissent kiffer, quoi. Ouais, parce que ça reste un gros studio quand même, et puis c'est des créatifs de renom, c'est pour ça qu'ils ont démarré très fort, parce qu'ils avaient quand même un héritage assez conséquent avant même de bosser chez Platinum. C'est l'héritage de Clover, Seeds, tout ça, ouais. Minami, Inaba, Camilla. Et du coup, t'as une masse de salariés comme ça qu'il faut payer, donc il faut faire rentrer de la thune. Hein, donc on sait que c'est pas les spécialistes de respect des deadlines, donc il faut quand même trouver des projets pour bouffer, quoi. Un petit peu triste, voilà, pour Babylon's Fall. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Bon, allez, on attaque le sommaire de l'émission. Cette semaine, c'est 2 jeux, Horizon 2 Forbidden West et Elden Ring.
Voilà, un sommaire, c'est ça qu'on veut, des trucs un peu là qui tâchent. Plutôt que nos débats à la con, là, on s'en fout d'habitude. Bon, on va vous donner notre avis sur Horizon 2 Forbidden West car on l'a terminé, mais Elden Ring, il est pas l'heure de la critique. On va plus parler du lancement, du phénomène qu'il a engendré, comme on avait pu le faire, rappelez-vous, pour Cyberpunk. On avait vraiment fait une émission EX et on avait traité le phénomène dans un raid alert. Pour rappel, pour Elden Ring, ça sera pareil. La grande émission, le Strike EX, ça sera en avril avec la présence de Damien Méchery, donc co-auteur des 2 livres Dark Souls, de Ludovic Castro, auteur du livre Sekiro, et il y aura normalement Sylvain Romieux, co-auteur de livre Dark Souls avec Damien, mais c'est aussi et surtout le spécialiste français, voire mondial avec Vahati, du lore des Souls, et nous on allait le chercher pour ça, pour les livres. Ce sera une belle émission, n'en pas douter, et ça nous laisse le temps de poncer le jeu, ça laisse le temps à tout le monde d'y jouer aussi en parallèle, donc ça va être cool. Mais bon, vu qu'on est tous en train d'y jouer et qu'on en parle à peu près tous les midis, je pense que c'était cool d'en parler aussi aujourd'hui pour évacuer la frustration. Première fois depuis Resident Evil Village que l'ensemble de l'équipe de Third, les 5 membres sont sur le même jeu, donc on doit être à 150 heures au cumul tous. On a réussi à convaincre Ken, parce que c'était le débat la semaine dernière, rappelez-vous. Et c'est le plus avancé et quasiment le plus chaud avec Ludo. Bon, on revient au sommaire de l'émission, vous retrouverez l'interlude top 3, le célèbre, le fameux. Mais avant, c'est la rubrique retour sur les Gardiens de la Galaxie, on en a parlé plusieurs fois, et bonne nouvelle, il arrive sur le Game Pass le 10 mars. Si je dis pas de bêtises, la semaine dernière on en a parlé en disant si par hasard il arrive sur un service comme le Game Pass, c'est l'occasion pour l'essayer. Donc si vous avez le Game Pass, au moins essayez-le, vous serez peut-être agréablement surpris. C'est un jeu qui est vraiment cool et qui mérite qu'on s'y intéresse. On en parlait parce que Square Enix était notamment très déçu en fait des ventes, mais espérons qu'ils ne vous déçoivent pas. À vous, nous il nous avait plutôt plu. J'en place une pour Shredders, le 1080 degrés snowboarding qui va sortir sur le Game Pass le 27 mars. Moi je suis très chaud. Tortue Ninja du coup. Mais... Rien à voir avec les Tortues Ninja. Un nouveau retour sur Smash Bros. Ne sera pas à l'Evo. L'Evo, on en a parlé plusieurs fois parce que c'est Sony qui a fait Membas sur l'Evo. Bon, Membas il a pas volé, mais il a mis des petits millions dessus. Donc voilà, c'est dommage ça. Smash Bros. Est-ce que c'est tout bêtement la raison pour laquelle Nintendo veut plus que son jeu apparaisse à l'événement? Probablement. C'est dommage. C'était un beau move de Sony, je trouve, de se dire tiens, on va faire un event et on va mettre des Sony géants partout et ça va sera diffusé, il y aura du Smash Bros. Mais mauvais move. On va continuer de parler de Sony et des plans à venir. Il y a Crunchyroll qui absorbe Funimation et Wakanim, et donc ça devient tout ça. Crunchyroll devient la plateforme d'animé la plus importante au monde, et tout ça, tout ce petit monde qui sera maintenant sous la bannière de Crunchyroll, ça appartient à PlayStation Plus, à la PlayStation, à Sony. Et est-ce qu'on peut espérer peut-être un PlayStation Plus qui va au-delà du jeu vidéo? On peut l'imaginer. Il y avait effectivement des tests aussi qui allaient un sens sur une sorte de Netflix-like avec le catalogue Sony. Donc, ça peut être 2 pistes. Alors, peut-être pas l'ensemble du contenu, mais d'avoir des petits modules Crunchyroll et Ciné si t'es abonné au PlayStation Plus. Des rumeurs là sur le Spartacus futur PlayStation Plus, il y aurait 3 niveaux, peut-être 3 niveaux d'abonnement à Crunchyroll aussi. Ton catalogue d'animé s'ouvrira en fonction du niveau auquel tu payes. En tout cas, moi je trouve que si ça se passe, c'est je trouve très engageant et très motivant parce que c'est toujours cool d'avoir plus de contenu. Et là, en plus, annexe, le manga. Vu le succès des animés de par le monde maintenant, que c'est devenu un service dispo partout en même temps qu'au Japon, ça fait un argument de plus pour le service. Et AOT, c'était sur Wakanim. Qui c'est qui va aller chez Crunchyroll maintenant? C'est un joli move. Allez, un dernier retour on va revenir sur l'anniversaire de Pokémon, du premier. Donc, on vous parlait de Arceus il y a quelques semaines. Ce fameux Arceus va connaître une mise à jour gratuite, la 1.1, avec une nouvelle quête qui s'appelle l'éveil de Hitsui, où il y a une espèce d'épidémie mystérieuse, donc histoire de revenir sur le jeu si ça vous a intéressé, mais ils n'ont pas annoncé que ça. Il y a eu aussi du coup un nouveau jeu canonique qui a été balancé, qui s'appelle Écarlate et Violet, ou Scarlet et Violet, c'est mieux, un peu plus stylé pour le jeu de mots et la prononciation. Donc voilà, on vous parlait, nous, quand la chronique de Arceus, que c'était un spin-off, que c'était pas du tout un canonique parce qu'il n'y avait pas 2 volets, et on s'était dit que c'était peut-être un modèle pour le futur canon. Le futur jeu canon, il est là, il arrive. Ouais, la 9e gène qui a été annoncée sans qu'on s'y attende vraiment finalement, un peu par surprise, et une sortie confirmée pour cette fin d'année. Là aussi, j'avoue, je n'aurais pas parié dessus, donc on se retrouve avec quand même 2 gros jeux Pokémon développés par Game Freak la même année. Et effectivement, il semble tirer un peu profit de l'expérience de l'équipe sur Arceus pour proposer un monde a priori un peu ouvert, à la façon Arceus. Donc, ça serait même vraiment ouvert, à ce qui paraît là, avec peut-être pas de temps de chargement, alléluia. Qui y croit, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà pour les retours sûrs. Il est l'heure de parler du cœur et du corps de l'émission. On va commencer avec Horizon 2 Forbidden West, et je commençais par Forbidden West, mais je me gourre parce que c'est toi, Nico, te rappelles, tu m'as dit, mais si, il y a un 2. Le jeu ne s'appelle pas Horizon
Forbidden West. Il y a un petit 2, regardez dans le titre. Dans le logo, ouais, dans le tiret qui sépare un titre et sous-titre. Il est bien caché. Donc, avant de vraiment vous balancer notre avis un peu sur le titre, j'avais envie qu'on fasse un petit stop sur la suite. Parce que là, c'est la suite d'un grand jeu, d'une grande saga qui est finalement assez importante pour Sony. Finalement, une suite, c'est quoi? Et plus précisément, c'est quoi un numéro 2? Quand on envisage une suite, qu'est-ce que ça sous-entend, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Première chose à savoir, hein, quand une suite, en fait, une grande production, elle est lancée, le plus souvent, c'est la règle des 3 tiers, on vous en a déjà parlé. Donc, dans la suite, il y a un tiers du contenu qui est recyclé, un tiers qui est amélioré et un tiers de nouveautés. Du coup, maintenant, on sait que ça, c'est posé, ça se passe comme ça pour les gros AAA, pour les grosses suites. Nico, pour toi, une bonne suite, c'est quoi? C'est une vaste question. C'est vrai, c'est une vaste question. En 2 mots, peut-être, est-ce que toi, t'attends toujours d'un 2 qui soit plus fort, plus mieux? Est-ce que t'attends qu'il révolutionne? Est-ce que t'attends que ça change? Alors, j'en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai des attentes qui ne sont pas raisonnables. À savoir que pour moi, le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, ça serait plus 3/4 de nouveauté et 1/4 de recyclage. Oui. Mais j'ai bien conscience qu'en termes économiques, en termes de dev, c'est pas du tout tenable. Donc, c'est ça, en fait, là, cette règle des 3 tiers, c'est pas forcément appliqué dans ces proportions tout le temps, mais c'est pour des raisons de production, hein, tout simplement. Les AAA, c'est des jeux qui demandent des années, des millions et des centaines de personnes, et pour que ça soit un minimum rentable et que ça soit tenable, en fait, même humainement et en termes de prod, il y a cette règle des 3 tiers. Donc, une suite, le plus souvent, c'est une confirmation, c'est l'aboutissement d'une formule proposée dans le premier épisode qui, normalement, devait être un petit peu novateur pour lancer, justement, une série. Un épisode 2, on va dire, c'est presque souvent le vrai lancement de la saga, hein. On peut essayer de chercher des exemples là-dedans. Par exemple, Uncharted 2 ou Assassin's Creed 2, c'est exactement ça. En fait, la vraie vision des sagas, elles sont apparues à ces jeux-là. Uncharted, t'es d'accord avec ça? Uncharted 2, Assassin's 2, c'est vraiment... Ouais, mais t'as toujours le côté où le premier, il essuie un peu les plâtres et c'est un peu plus le squelette, quoi. Ouais. On détermine un peu vaguement l'univers et le core gameplay, et le 2 va pouvoir profiter de l'expérience pour policher le tout, rendre le truc un peu plus sexy, quoi. Des jeux, en fait, qui enfoncent le clou, qui vont un peu plus loin que le numéro 1, je pense qu'on va pas faire un listing, mais c'est quasiment tous, hein. Portal 2, Gears of War 2, God of War 2, Gran Turismo 2, Fallout 2. Alors non, cherchez pas, il y en a vraiment, c'est souvent plus fort, plus meilleur, mieux. Je me demandais, est-ce qu'un premier jeu, c'est un peu comme un premier film, tu vois, pour un réalisateur? Est-ce que finalement, tu vois, il y avait déjà tout, ou au moins la colonne vertébrale, et puis après, derrière, on va aller construire, et finalement, une révolution dès un numéro 2, ça n'arrive jamais. Est-ce que t'en connais? Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé un numéro 2, tu vois, qui dit, ok, ce qu'on a fait dans le 1, on s'est trompé, on va partir à 90 degrés ou à 180 degrés encore moins? Il y a quand même, non, le premier c'est un développement, donc tu vas tester, c'est là où tu établis le concept, donc tu fais beaucoup de tests, machin, et tu peux pas te permettre de tout jeter et de recommencer à zéro, parce qu'il faut que tu puisses amortir ça aussi avec ton 2e épisode qui sera là un peu pour, tu mutualises tout le travail qui a été fait sur le premier pour pouvoir le prolonger sur le second, quoi. Donc, à part peut-être les grosses boîtes qui ont des moyens, comme Nintendo, Sony, Microsoft, qui voient si le premier ne marche vraiment pas, bifurquer de concept, mais c'est vrai que de tête là j'aurais du mal à sortir. Mais il y a toujours, t'as raison, hein, il y a toujours une raison liée à la production et à la rentabilité, des raisons qui sont un peu prosaïques mais sont souvent réelles, hein, c'est triste, il y a pas trop de poésie là-dedans, mais bon. Il y a un truc qui va changer la donne un peu quand on regarde un épisode 2, c'est quand l'épisode 2 arrive en même temps qu'une nouvelle génération. Et là en fait ça bouleverse un petit peu les choses, c'est les rares fois où j'ai trouvé des exemples où il y a vraiment des vraies nouvelles choses qui sont proposées parce qu'il y a des nouvelles possibilités qui sont offertes aux devs. Par exemple, Silent Hill 2, donc Silent Hill 1, PlayStation 1, Silent Hill 2, PlayStation 2, on est sur une même colonne vertébrale, je sais pas si t'es d'accord, mais il y a quand même un truc qui s'est passé, quoi. Ouais, mais là, ça tient plus, je pense, à la qualité du scénario et à le surplus d'immersion, effectivement, apporté par la technique. Mais ça reste quand même une évolution d'un même concept, tu vois, d'un même jeu, quoi. Il y a eu Metal Gear 2 fois, donc le Metal Gear MSX à Metal Gear Solid, donc là il y a MSX PlayStation 1, et Metal Gear Solid 2, PlayStation 1, PlayStation 2, on est toujours sur cette même colonne, mais il y a eu un vrai gap aussi qui a été impulsé, ce que je veux dire, tu vois, c'est que c'est la machine, la logique de la suite existe, mais en fait, comme il y a une nouvelle génération, t'as l'impression que ça a vraiment explosé le carcan, quoi, qui était placé sur le premier épisode, quoi. Ouais, après, dans les deux cas, le premier épisode était déjà ultra bon, quoi, donc ça a encore allé plus loin, mais bon, là, c'est les créatifs de génie, hein, mais c'est dur à trouver ces exemples, tu vois, c'est pour ça que cristalliser un peu ce qu'est un épisode 2, c'est intéressant, parce que c'est souvent le cas, même quand il y a des changements de génération, tu vois, on arrive, tu vois, il y a Last of Us, qui a aussi un changement de génération entre le 1 et le 2, ça a explosé la boîte du 1, mais oui, ça reste quand même la même chose. Tu parlais de scénario avec Silent Hill, c'est un petit peu le même cas là.
Des sagas qui ont pivoté avec l'épisode 2, c'est ultra rare. On peut parler peut-être, par exemple, de Zelda 2. Déjà après Zelda 1, mais là c'est vraiment la préhistoire. Alors déjà c'est la préhistoire du jeu vidéo, c'était des développements où les mecs ils étaient entre 10 et 15, où il y avait tout à défricher, tout à tenter. La saga Zelda, elle s'est dit est-ce que je vais partir de côté JRPG même, donc il y avait vraiment l'ambition de pomper Dragon Quest, donc c'était un autre temps, tu vois, il n'y a pas ces considérations de production disant je vais recycler. Oui, tu sais, tu risquais pas la survie de ta boîte si tu repartais sur un nouveau concept. De toute façon c'est des jeux qui prenaient pas énormément de temps à développer, donc tu pouvais te permettre beaucoup plus de folie, quoi. Il y avait le Metal Gear Snake's Revenge, mais il n'y avait pas Kojima, donc encore un exemple assez précis, hein, parce que Metal Gear 2, il est revenu, c'était lui. Il y avait Resident Evil 2 dans une moindre mesure, un petit peu plus action. Il y avait l'histoire. Même pas. Ça reste quand même dans le même terreau, quoi. Ouais, voilà, en tous les cas, tu vois, c'est ultra rare de voir vraiment un volume 2 qui va changer les choses. C'est aussi assez rare de voir des volumes 2 qui sont moins bons que le 1. En règle générale, en proportion, les deux sont souvent meilleurs. Alors évidemment, il y a des contre-exemples. J'ai pu lister par exemple Pop 2, donc Prince of Persia de l'époque, la suite de Mechner, qui était développée par Mechner. Il y a Dragon Age 2, Sonic Adventure 2, Dark Souls 2, mais c'était pas Miyazaki, le fameux DMC2. Mais franchement, des suites vraiment moins bonnes, il y en a quand même pas beaucoup, quoi. C'est l'exemple, souvent on prend BioShock 2 comme exemple, parce que le premier BioShock, c'est évidemment un chef-d'œuvre qui a plu. Et on a l'habitude de dire, mais de manière un peu provoque, que le 2 est un meilleur jeu parce que foncièrement, en termes de gameplay, il a amélioré et il y a tout qui a été polish, quoi. Il est pas scrap, un chef-d'œuvre. Ouais. Donc c'est aussi c'est là où on voit la force des suites qu'un capitaliste sur le succès du 1, c'est que on peut les considérer comme objectivement meilleurs malgré le fait que tu arrives ensuite d'un chef-d'œuvre, quoi. Ouais, exactement. Bon, et juste sur BioShock 2, c'est que au-delà du fait que le gameplay est vraiment très poussé, c'est que il mérite à ce qu'on s'intéresse à lui. Tu vois, il y a vraiment son scénario est intéressant, il est juste moins bouleversant et moins choc que le premier. Donc voilà pour ce qui est des suites, on l'a vu, les révolutions elles arrivent rarement pour une suite, mais tu vois, que ça soit pour un épisode 2 ou même une suite tardive d'une grande saga, il y a souvent cette évolution. Et je voulais juste souligner un seul contre-exemple, et pas des moindres, c'est Breath of the Wild. Et juste pour dire que Breath of the Wild, si vous regardez, en fait, c'est pas une suite, c'est une nouvelle IP. C'est que Nintendo, c'est pas du tout un nouveau Zelda, c'est qu'ils ont fait table rase au-delà de révolutionner le monde ouvert. C'est que ça a plus rien à... Ils ont pris Zelda, mais tu vois, ils auraient pu mettre n'importe quoi ailleurs. C'est qu'ils ont tout révolutionné au-delà de la saga. C'est pour souligner le tour de force de Nintendo sur Breath of the Wild. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être tout à l'heure, ou en tout cas plus tard sur le monde ouvert. Voilà, ce Horizon 2, du coup, c'est l'heure d'en parler. Et finalement, maintenant qu'on a vu ça, souvent les suites sont meilleures, souvent les suites ne révolutionnent rien. Horizon 2, du coup, ça serait meilleur. Est-ce que c'est une révolutionnerait rien? Ouais, je te pose la question. Est-ce que c'est ça finalement? Est-ce que finalement c'est ça? Alors juste moi, reminder, hein, toi, t'as eu le courage d'aller au bout et tu n'as pas encore cédé. Enfin, tu as cédé aussi à Elden Ring, mais en ayant d'abord eu le courage de finir Horizon 2. Moi, j'ai lâchement passé de l'un à l'autre, donc j'ai que 15 heures de jeu au compteur sur Horizon 2. Donc mon avis sera beaucoup moins pertinent que le tien à plein d'égards. Mais oui, j'ai l'impression que c'est une super suite efficace et qui fait le taf. Est-ce qu'il est meilleur sur tous les points, absolument tous les points, en commençant par le plus évident peut-être, celui qui saute le plus aux yeux. Il faut juste rappeler que c'est un jeu cross-gen, hein, mais graphiquement, est-ce qu'il est beau, sa mère, sa grand-mère? Est-ce que vraiment tu l'as trouvé magnifique, toi? Alors là, je veux bien qu'on me parle, tu vois, de questions de débat, de cross-gen, de technique et tout. C'est juste que le résultat que je vois sur ma télé quand je joue, c'est un truc de ouf. C'est magnifique, c'est foisonnant, c'est organique, c'est vivant. J'ai pris des claques assez régulières dans ce jeu, et se dire que c'est même pas un jeu qui est opti PS5, ça fait quand même rêver pour la suite. Donc, ça fout le vertige, ouais. Est-ce que t'es d'accord pour dire qu'il y a un soin du détail qui est vraiment tout particulier, par exemple sur les costumes, les visages, le regard, t'as fait le regard des PNJ, des gens de... Ouais, mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, quand je vois tout le soin, le détail et tout de tous ces trucs, je me dis, mais attendez, putain, il y a des costumes, il y a 80% des joueurs qui vont même pas le changer, enfin... C'est une débauche de moyens, de débauche de taf qui est hallucinante, quoi. Dans les choses qui ont été améliorées, qui sont notables, il y a aussi la réalisation dans les dialogues, dans les chants contre chants du premier qui était pas top et qui s'était amélioré avec le DLC du premier. Là, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment meilleur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est au stade où on n'a plus besoin forcément d'en parler, dans le sens où il y a rien de très significatif à en dire. C'est au niveau, quoi. On n'est toujours pas dans quelque chose d'exceptionnel, mais c'est au niveau, quoi. Ouais, carrément. Les combats, c'est quelque chose qui est important dans Horizon. Les combats avec les humains, c'est un peu mieux. Il y a 2-3 systèmes en plus sur ces combats-là. Ça reste
un peu mineur, et c'est un peu le point faible, je trouve, du jeu quand même, toujours ces combats avec les humains. Ouais, et alors je sais plus si c'est exactement le cas dans Horizon 1, tu vas me dire, mais je l'ai trouvé un peu, alors pas difficile, moi j'ai joué en mode normal, mais un petit peu exigeant quand même, faut Mais être le un 1 peu était- focus, quoi. Ouais, mais le 1, je le trouve comme le 1. Ouais. Il était C'est pas un jeu que tu peux rouler en regardant Non. ton téléphone dans l'autre main. Carrément. Les combats contre les dinos qui étaient intéressants pour beaucoup sur le premier, moi qui m'avait posé problème, rappelez-vous, parce que je trouvais que les armes que tu avais à disposition, notamment un arc, n'étaient pas du tout adaptées face à des hordes où t'es qu'entre 4-5 dinos. Et ben dans le 2, c'est le cas. C'est encore le cas. J'ai eu encore beaucoup de problèmes. J'y suis pas arrivé. Il y a des lecteurs qui nous ont dit sur Twitter, mais franchement, pose-toi, mets des pièges et tout. Et je kiffe. T'es pas assez discret. Mais en plus, T'es pas assez alors discret. c'est vrai, j'ai essayé de jouer la discrétion, j'ai mis plein de pièges, buffs et tout. En plus, j'adore ça. Et quand ça fonctionnait, c'était trop bien. Mais franchement, en 90% des cas, il y a toujours un moment où ma stratégie merdait un petit Oui, peu. parce qu'on se disait, on en parlait tous les deux, c'est que c'est compliqué de mener à bien une mission en mode un peu infiltration sans que ça pète à un moment ou à un autre, quoi. Le système est pas assez exigeant ou n'offre pas assez d'outils d'infiltration pour que ce soit 100% réussite, quoi. Ouais. On a parlé tout à l'heure de réalisation dans les dialogues. Je trouve qu'il y avait en réal plus global, il y avait certains passages qui étaient un petit peu mieux mis en scène, avec des passages un peu plus spectaculaires. Alors presque dans du Uncharted, et notamment au début du jeu, tu as dû en croiser. C'est sympa, ça. Je trouve que ça modernise. Alors oui, ça met presque plus tout dans le moule Sony AAA. C'est comme le MCU qui va tout laver. Là, ça reste un peu Uncharted-isant. C'est vrai. Après, je pense que le premier a cartonné. Ils ont eu, je pense, les coups des franches et des moyens pour le 2. Ils se sont dit, bon, il faut qu'on se place un peu au niveau des grands du secteur. Donc, il faut un peu balancer la sauce, quoi. Carrément. Un truc qui a été amélioré, moi, qui me fait ultra plaisir, c'est le loot. Donc, on sait toujours pas ce qu'on loot. On loot tout, n'importe quoi. On est un vrai aspirateur. Mais en fait, la vente, quand on est chez les marchands, est facilitée. C'est-à-dire que vraiment, vous avez une section qui vous dit ça sert à rien. C'est que des... En plus, même les icônes te montrent que tu as chopé des vieilles montres, des trucs du temps passé, donc du temps d'aujourd'hui pour nous. Et tout ça, tu peux le vendre très facilement avec des raccourcis. Et je trouve que au moins, même si tu sais pas ce que tu prends, tu sais ce que tu vends. Et c'est vachement plus sympa. Au moins. Oui, alors il y a du mieux, mais ça reste quand même le grand collectathon, là, C'est où ça. tu ramasses des milliards de choses et puis tu t'en sers finalement très peu. S'ils pouvaient réduire au moins de moitié, ça m'aurait pas dérangé quand même. Hein. Ouais, il y a un truc qui est vachement bien aussi qu'ils ont fait, c'est que quand il te manque un élément précis, par exemple un seul élément sur une arme ou une armure, et que tu dois vraiment trouver que ça, et c'est le seul truc qui te manque, tu peux créer manuellement une quête annexe. Donc tu vas dire, cet objet, t'appuies sur un triangle, je crois longtemps, ça va te créer de façon factice une quête annexe qui va te dire où aller chercher cet élément. J'ai trouvé ça super pratique, notamment en endgame, quand t'as vraiment une arme que tu veux et il te manque un truc. Ça, c'est vraiment de la qualité de vie super appréciable, je trouve. Ouais, ça fait partie des outils qui sont de plus en plus développés, Ah ouais. qu'on retrouve de plus en plus dans les gros jeux, et tant mieux, parce que quand il y a un qui produit une bonne idée comme ça, qu'elle soit reprise, améliorée ailleurs, c'est cool, quoi. Carrément. Un mot sur la musique que j'ai trouvé vraiment grandiose, j'ai trouvé ultra riche, adapté à chaque tribu, à chaque fois que tu te déplaces, dans chaque moment du jeu, t'as vraiment le thème qui est vraiment ultra ouf. Ça manque, je trouve, dans ce monde ouvert, d'un moment Red Dead Death Stranding, tu vois, avec un thème chanté, un truc. Alors c'est clicheton parce que les prochains mondes ouverts qui vont faire ce truc-là, on va leur dire, hé les gars. Ouais, ça devient un peu un cliché, ça fonctionne de ouf, quoi, mais à chaque ça, fois. ah ouais, ça marche de ouf. Et j'ai trouvé un truc sympa aussi, c'est qu'ils ont mis à disposition partout la bande son de Horizon 2 en 3 salves gratuitement. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, ils créent un événement autour de la musique et ça met en avant la musique, on en parle, on attend que donc c'est sur Mars là, à 3 dates, t'as 3 albums qui vont sortir et en fait au complet t'auras toute l'OST et c'est bien d'événementialiser, c'est dur à dire, tu vois, un truc autour de la musique pour la mettre en avant. Ouais, après gratuitement, c'est genre sur les plateformes oui, de streaming, quoi. gratuitement si tu payes. C'est comme le Game Pass, le jeu il est gratuit. Mais ça c'était vachement bien, en tout cas pour la musique j'ai trouvé que c'était une initiative assez intéressante. La narration, ça c'est quelque chose qui est aussi encore amélioré, un point qui était assez fort sur le premier le 2 va dans ce sens-là, tu vois, c'est un point fort du 1, ils l'ont poussé encore plus. Un truc qui est intéressant, c'est que tu vois le monde ouvert, la narration, l'histoire, en fait, dans le 2 se raconte en fait par les dialogues, par les peuples, par l'univers, et que tu vas rencontrer petit à petit à chaque fois que tu vas t'arrêter dans un village. Et ça c'est chouette, ça se raconte plus par les dialogues que par les documents que tu trouves. Il y en a beaucoup moins. Alors des documents, il y en a encore masse, c'est vrai. Mais il y en a, à mon sens, et je les ai pas comptés à la mano, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il y en a vraiment moins et que j'ai vraiment plus apprécié, moi, me poser à chaque fois que j'étais sur un village, que j'avais, donc tu vois, cette nouvelle tribu avec leurs costumes, le thème musical, il y a tout qui allait bien, tu te sens immergé presque.
tu vois, dans quelque chose de différent à chaque fois. Et en fait, c'est en discutant avec eux, avec les quêtes annexes, que tu vas apprendre à les connaître. Et finalement, pas avec le texte. Est-ce que toi, t'as kiffé ça à chaque fois, prendre un peu le pouls de chaque tribu? Bah c'est vrai que le côté les documents et tout, ça a été la mode à un moment, mais c'était un peu, bon, pas la flemme, hein, mais c'était un peu la manière facile de faire passer beaucoup d'infos et qui était pas très jeu vidéo. Hein, c'est de la lecture. T'as pas forcément toujours l'envie ou le temps de faire ça pendant ta partie. Là oui, alors il y a un côté presque dans l'aventure du tourisme, et je pense que j'y reviendrai un peu plus tard, mais le côté tiens, j'arrive dans presque un nouveau pays, quels sont les us et coutumes, quelles sont leurs habitudes. Les coutumes, c'est exactement ça. C'est un côté rigolo, mais je trouve qu'il peut y avoir un côté un peu négatif, mais j'en parlerai quand on parlera certainement du monde ouvert, tout ça quoi, mais il y a vraiment des atmosphères et des ambiances qui tuent. Enfin, pour déconner, je te disais, il y a un village, c'est FF10, quoi. Exactement. Et là, je pense qu'on atteint des niveaux en termes de DA qui sont assez ouf. Notamment avec un thème chanté diégétique. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment le peuple qui chante et tout. C'est excellent, ce passage. Et c'est vrai qu'il y a toujours ces débats jeux occidentaux versus jeux japonais et tout. Et là, je pense que, sans dire que c'est le jeu qui réconcilie tout, c'est qu'on atteint un niveau je trouve, de raffinement et d'élégance assez dingue. Ouais. Il y a beaucoup de ces tribus, de ces lieux qui sont complètement optionnels. Hein. Moi, j'y suis revenu qu'après, ou en tout cas, j'essaye à chaque fois de me poser pour découvrir ces coutumes-là. Et ce que j'ai vraiment trouvé génial, c'est que, et je l'ai un peu vu a posteriori après la fin du jeu, c'est que chaque tribu, en fait, a un enjeu. Il y a quelque chose qui se passe dans ce monde ouvert avec chaque tribu. Ils ont un but, ils ont un problème, ils ont un ennemi, ils ont une recherche, quelque chose qui leur manque. Et en fait, tu peux choisir ou pas de les aider, de tracer ta route, ou tu vas te poser et tu vas les aider, tu vas résoudre leurs problèmes et en fait tu vas prendre part à leur quête et en fait ton passage va avoir un impact ou pas, tu vas prendre part ou pas, et ça j'ai trouvé ça certes assez mécanique parce que quand t'as compris le délire, hein, que ils vont chacun avoir leurs soucis, mais tu te sens, c'est engageant en fait, et tu te dis mon passage il a du sens quoi. Là j'ai servi à quelque chose. Mais c'est intéressant parce que moi de mon point de vue justement avec mes 15 heures de jeu, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de superflu dans le jeu où on te montrait beaucoup de choses, beaucoup de personnages, beaucoup de villages, et que ça servait pas forcément beaucoup. Ouais. Et c'est peut-être quelque chose qui arrive, comme tu l'as dit, a posteriori, soit plus loin dans l'aventure, soit dans le post-game. Mais parfois, j'avais l'impression de juste traverser un parc d'attractions, mais tu sais, un peu où tout serait fermé, quoi. Ouais. Et c'est juste, tu sais, une vitrine jolie et tout, mais qu'on me filait pas trop de matière en contrepartie, quoi. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a dérangé, et on va y arriver. En fait, le titre dans Horizon 2 te dit souvent de prendre ton temps, mais vraiment, que ce soit des personnages annexes ou Aloy qui dit, ah mais non, vas-y, on a le temps et tout. Et en fait, tu vois, il y a une dissonance habituelle de glander dans un monde ouvert alors que t'es censé sauver le monde. Et là, en fait, ils essayent un petit peu avec lourdeur de dire, mais non, franchement, tranquille. On sauve le monde tranquille. Prends ton temps. Et en fait, toi, ça t'a dérangé parce que des fois, t'as voulu pousser l'exploration et on t'a dit non. On t'a dit. Oui, alors certaines rumeurs me laissent penser que je suis quelqu'un qui fonce sur la quête principale uniquement sans m'arrêter, sans rien faire. Et justement, à chaque fois, dans tous mes jeux, en fait, c'est que j'essaie d'exploiter le jeu, de voir les quêtes secondaires et tout. Et en fonction si ça c'est intéressant ou pas, je vais continuer à les faire ou pas. Ça dépend. C'est le jeu qui me dit, qui dicte un peu son rythme. Et là, il y a plein de fois où je passais en me baladant à côté de bâtiments ou trucs où je me suis dit, tiens, je savais ma curiosité, je vais aller voir. Et à chaque fois, le perso, bon, ce qui est cool, c'est qu'elle me fait un rappel à l'oral, donc j'ai pas besoin de perdre du temps, mais elle me dit, ah non, ça, je sens que ça sera pour plus tard, je n'ai pas les moyens de l'exploiter pour l'instant. Alors, elle commente beaucoup, donc elle commente beaucoup trop, même. Ah oui, ça t'a dérangé. Ah, c'est backseat de ouf, quoi. Tu t'accroches à une corniche, j'irai bien à droite, tu fais, attends, mais laisse-moi d'abord regarder, prendre le temps un peu que je trouve le chemin par moi-même. Parce qu'elle est dans ta tête, elle parle à ta place. C'est pas mal de choses. Hein. Mais là, à chaque fois, elle me faisait comprendre que niveau game design et tout, c'était pas le moment, ce qui est plutôt appréciable, parce que je l'ai dit que si j'avais dû tourner pendant une demi-heure pour m'en rendre compte. Mais j'avais cette frustration que dès que j'essayais de m'écarter un peu du chemin, voilà, pour profiter un peu du jeu, on me faisait comprendre que non, reste sur la ligne du scénar, quoi. Ouais. Et cette fameuse ligne du scénar, à un moment du jeu, sans vous spoiler, nous fait passer à côté de quelque chose qu'on pourrait comparer à une capitale, je pense que tu vois ce que je veux dire, avec des grands pics, et sache que la quête principale ne te fait pas aller dans cet endroit. Voilà, c'est pour ça que moi j'y suis allé, et c'est là où j'ai vu, ok, il y a plein de choses, mais ça me sert à rien. Mais c'est gigantesque. Ce truc-là, on vous dit pas ce que c'est, mais c'est sur la carte énorme, c'est très impressionnant, très beau, et toi, ça te donne envie d'y aller. Moi, je suis allé voir, dire bonjour. Et en fait, du coup, toi, on t'a dit non. Et je trouve que bizarre parce qu'ils essayent d'insister sur le fait que d'habitude on t'incite à sauver le monde, mais toi tu vas faire du bowling. Là on te dit non, prends ton temps, et finalement il n'y a pas grand chose à faire. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que comme s'il y avait eu un problème dans la création du jeu à la fin. Guerrilla, c'est une équipe énorme, c'est un AAA énorme. Comme s'ils avaient tout créé de leur côté, à la fin le puzzle il avait remis, et qu'il fallait vraiment que la quête principale fasse du point A au point B, et à la fin quand tu finis ton jeu, là tu vas pouvoir tout explorer. Et comme s'ils n'avaient pas voulu
comme s'ils assumaient pas un peu la construction du monde qui était en entonnoir. Il est vraiment comme ça. Le jeu, il s'ouvre vachement plus avec le temps. Plus tu vas finir le jeu, enfin plus tu vas loin dans le jeu, plus il va s'ouvrir. Un peu comme un JRPG. Et je dis pas ça par hasard. Et sachez, enfin vous savez comment ça fonctionne un JRPG avec surtout les modes de locomotion. Je suis que t'as dire, vous savez que moi j'aime parler de tous les genres comme des JRPG. Non, tu vois, les modes de transport s'ouvrent en même temps que le monde ouvert s'ouvre. Alors j'en dis pas plus, mais c'est vraiment comme un JRPG. Et dans les JRPG, souvent tu fais ta quête principale jusqu'à la fin, et à la fin tu kiffes, t'as ton CD3, et t'as... Eh ben là, c'est exactement comme ça que ça se passe, et t'as vraiment un second souffle au jeu, mais un second souffle d'aventure, d'exploration, de liberté, mais vraiment un peu vertigineux, où tu te dis, ok, c'est maintenant que ça se passe, et c'est presque dommage, tu vois. J'imagine qu'ils n'ont pas eu le choix, que c'est vraiment la production qui a voulu ça. Mais s'ils avaient assumé leur roller coaster, tu vois, leur quête principale comme une aventure narrative ultra poussée, ultra dirigée et scriptée, et à la fin, t'as la méga surprise où tu dis ok d'accord, ça s'ouvre maintenant. Et là c'est un peu d'entre-deux. Ouais, mais c'est là placer le curseur au bon endroit, et à mon sens il est pas exactement placé là où il faudrait. Oui. Et c'est ça où je faisais la comparaison du tourisme, et en jouant à Elden Ring en ce moment c'est encore plus criant, c'est que Elden Ring, le monde ouvert, il est tellement bien construit et fait que tu connais les environnements, tu peux te repérer comme quand tu connais ton quartier, quand tu te balades dans la ville où t'es né, quoi. Et Horizon 2, pour moi, c'est plus quand je vais en tourisme à Paris, je fais tiens, ça c'est la Tour Eiffel, ok, ça c'est Notre-Dame, ok. Et t'as une espèce de voilà, tu passes d'un grand bâtiment à l'autre, d'un monument colossal à un autre, mais sans vraiment connaître la ville, sans vraiment découvrir ce qu'est vraiment le monde, quoi. Ouais. Et j'ai cette impression un peu, de monde un peu, par d'attraction, qui est à la fois très cohérent, très vivant et tout de par le visuel et ce qu'on y voit, mais qui a un côté un petit peu artificiel quand même, je trouve, par certains aspects, quoi. En tout cas, je suis totalement d'accord avec toi, et je veux juste vous rassurer en disant que c'est vrai, ce monde-là est un parc d'attraction, mais c'est que le parc il s'ouvre en fait. Mais il s'ouvre à la fin du jeu, et c'est ça qui est chouette, ou dommage. C'est à voir, qu'est-ce que vous préférez, mais sachez que ça reste pas porte close, quoi. Ouais, mais c'est un peu dommage qu'il n'ait pas poussé le joueur à justement exploiter pleinement ce truc, parce que ceux qui vont pousser le post-game, je pense que ça va être des jeux par minoritaire des joueurs. Donc c'est peut-être un peu dommage. Ouais. Bon, un point pour lequel on attendait des évolutions, c'est la navigation dans ce monde ouvert. Un détail, juste avant, je trouve qu'on est moins agressé. Je rappelle, dans le 1, vraiment, c'était insupportable à chaque fois que tu traversais une pauvre plaine. Alors c'était normal, hein, t'étais une petite humaine face à des dinos-robots, et t'étais une proie. Je trouve que dans celui-là, t'es vachement plus tranquille. Ouais, heureusement, parce que c'est que c'était un peu contraignant, quoi. Là, t'es moins le côté proie versus monde hostile. Alors que t'es dans prohibé, là. T'es forbidden machin, donc. Ouais, mais t'as des machines qui sont revenues à l'état un peu pisse, non? C'est pas ça? Ouais, pas toutes, quand même. Pas toutes, mais. Bon, dans la navigation, un petit mot sur le grappin, qui est plutôt facile à utiliser. Il y a la paravoile aussi, bonjour Breath of the Wild, qui est assez cool aussi. Et il y a cette escalade qui fait un petit peu parler, il est vrai, où en fait dans le jeu il va falloir appuyer sur le stick et observer des marques jaunes fluo, des marques qui vont vous dire en fait où tu peux grimper et où tu ne peux pas grimper. Et donc toi t'en as pensé quoi de ce système? Ouais, je suis pas ultra fan, parce que pour moi c'est que je vois pas de la logique, et sans justement enclencher mon radar pour voir qu'est-ce qui est exploitable ou pas, je peux pas le deviner par moi-même, donc je trouve ça un peu bête. Parce que soit les roches, pourquoi celle-là tu pourrais l'escalader, celle-là non. D'accord. Et je sais qu'il y a une option dans les menus où tu peux passer les marqueurs jaunes de base pour l'escalade, et j'étais à 2 doigts de l'enclencher en me disant finalement ça sera plus simple comme ça. Tu le verras tout le temps. Mais bon, ça gâche un peu quand même le décor, c'est quand même moins joli comme ça, mais là-dessus, ouais, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire en fait, et moi j'avais une question, est-ce que cet état de fait, ce questionnement, c'est parce que c'est un monde ouvert? Est-ce que c'est parce que c'est un monde ouvert qu'on peut aller partout, tu vois? Est-ce qu'on doit pouvoir escalader partout? Est-ce que ils doivent le fait que ce soit un monde ouvert, ça doit tu vois, impliquer une certaine logique? Je dis n'importe quoi, par exemple Uncharted, qui est plutôt Nathan Drake, plutôt véloce, c'est exactement le même système que Horizon 2. Il peut pas escalader partout, c'est certes très scripté. Il y a aussi un autre exemple, c'est Sekiro, qui est alors c'est pas un monde ouvert, mais t'es très libre, et pareil le héros Wolf, il est très très agile, et comme Aloy, il a un grappin. Et en fait, tu peux pas grappiner partout dans Sekiro. Et perso, en fait, moi, cette façon de faire, ça m'a pas trop dérangé, en fait, parce que ainsi, tu vois, les développeurs, en fait, ils ont la maîtrise de leur monde ouvert. Alors, c'est un univers un peu plus
cloisonné, on va dire, mais c'est un peu contradictoire avec la promesse de liberté, hein, c'est vrai. Mais je trouve que du coup, on n'a peut-être pas un monde qui est cassé, tu vois. C'est vrai que s'il avait peut-être ouvert les vannes sans pour autant être capable d'ouvrir les vannes, on aurait eu un truc un peu brinque-ballant, je trouve. Je pense pas que ce soit une problématique liée au monde ouvert ou pas, c'est un truc jeu vidéo où dans la première heure, tu vas comprendre comment le monde fonctionne. Genre, un jeu, tu commences, tu vois que tu peux ouvrir les portes, tout le reste du jeu, tu seras attentif aux portes parce que c'est un moyen que tu pourras interagir avec. Okay. Si tu vois dès le début que la porte ne s'ouvre pas, et que ça sera le cas pour toutes les portes du jeu, ton cerveau t'oublie ça, les portes, ça, je considère pas ça, et je fais ça. Sekiro, les grappins, l'information, elle t'arrive de manière facilitée et immédiate, c'est-à-dire t'as l'icône qui apparaît sur le mur que tu regardes, je peux y aller, je peux pas y aller. Horizon, tu dois faire une démarche d'appuyer sur un bouton pour scanner, observer, et tu peux n'avoir l'info que quand t'es au bord de la falaise et tout ça, donc tu peux pas savoir avant et anticiper avant, et c'est ça qui est dommageable, je trouve. C'est D'accord. Que ça crée une sorte de contrainte, et parfois tu peux arriver au pied de la falaise en disant « Ah ben non, celle-là je peux pas y aller, quoi ». Ouais, c'est un petit peu dommage. Tu penses pas que c'est un problème peut-être de scope ? Tu vois, que les devs, ils auraient aimé peut-être proposer plus, mais avec le temps, l'équipe, le budget, ils ont pas pu. Et donc, du coup, ils ont préféré proposer quelque chose de maîtrisé. C'est-à-dire que Aloy, elle peut aller là où ils ont décidé qu'elle irait, et peut-être pas proposer quelque chose, du coup, d'exploser. Je sais pas si ça va être peut-être le fil rouge de l'analyse, mais c'est encore une fois une question de curseur, c'est que... C'est intéressant. Ouais, tu vois, dans Zelda, ils se sont dit, on peut tout escalader. Donc c'est comme ça, faites-le. Et dans d'autres jeux, tu peux rien escalader. Et là, ils ont fait un choix un peu bizarre, mi-chemin entre monde ouvert, Zelda, le côté très Uncharted où c'est bien balisé. En fait, t'as un peu les deux, et t'as aucun des deux, quoi. En fait, mais comme tu le dis, c'est le choix du curseur. C'est qu'ils ont choisi, eux, de mettre... un monde ouvert qui est beau comme Horizon 2, techniquement qui cartonne, tout ça, mais pour avoir cette exigence graphique, peut-être qu'en termes de liberté, le curseur il est là, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas proposer un full traversal, je fais ce que je veux. Je sais pas, est-ce que ça aurait pété le game design de tout pouvoir escalader, je sais pas. Peut-être pas, ça n'aurait peut-être pas cassé le game design, mais le scope était pas permis, c'est-à-dire qu'ils avaient pas ils avaient ni le temps, ni le budget, ni le machin, enfin c'est peut-être que ça rentrait pas, et du coup... Ouais, mais dans ce cas, ils auraient dû faire, tu vois, des parois avec des infractuosités plus visibles à l'Uncharted, tu vois. Alors c'est vrai que ça a beaucoup de gens qui râlent, et moi le premier dans Ghost of Tsushima, je disais que c'était un défaut du jeu d'avoir ces parois super artificielles et tout. Mais au moins le message y passait, quoi. Ouais, c'est faux. On va rester un petit peu sur le monde ouvert, hein. De toute façon ces derniers jours on parle que de ça, de monde ouvert, et on parle surtout de Elden Ring et donc ses qualités, tout ça. Elden Ring il fait parler vraiment, et en deuxième partie d'émission on va parler de ça. Du coup on peut se demander si le modèle Breath of the Wild / Elden Ring, c'est-à-dire plus organique, plus systémique, va supplanter celui le modèle du monde ouvert de Horizon / Assassin's Creed. En fait, je pense pas, hein, je pense que, tu vois, le style de monde ouvert d'Horizon 2, à ce jour, je trouve que c'est un modèle du genre, il est vraiment très carré, et comme on vient de le voir aussi, tu vois, il y a deux approches du monde ouvert, il y a celui de Breath of the Wild et celui d'Assassin's Creed, de Horizon. Est-ce qu'il faut forcément les opposer? Est-ce qu'il faut forcément les comparer? Je suis pas sûr, hein. On va prendre un exemple rigolo, hein. C'est un peu comme un jeu de voiture, tu vois. Il y a des simulations et des jeux d'arcade, c'est deux façons de voir les choses, t'as deux approches, et le monde ouvert, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas un genre, c'est pas un genre, c'est une approche, je le rappelle. Donc du coup, Horizon, c'est le monde ouvert facile, hein, qui demande pas trop d'engagement du joueur, c'est du plaisir instantané, et Elden Ring, c'est le monde ouvert exigeant, qui va demander de l'investissement, et bien plus encore. Tout ça pour dire que Horizon et Elden Ring, en fait, c'est le top de deux approches du monde ouvert, et je pense pas que l'un va supplanter l'autre. Est-ce que tu crois que ça va aller dans ce sens aussi? Alors je suis d'accord avec toi, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, c'est que en tant que joueur, et même on voit l'écho et l'engouement que ça suscite, la version Elden Ring The Breath of the Wild a l'air quand même beaucoup plus efficace en termes de ce qu'elle permet de liberté, ce qu'elle permet d'exploration, etc. Et je pense que les jeux à la Horizon, Assassin's Creed et tout, aimeraient aspirer à cette qualité. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas soit le temps, soit les moyens, soit le talent pour y arriver. Et qu'en fait, on se contente de ce monde ouvert un peu... Tu crois que, en fait, du coup, ça serait un but ultime, presque une fin en soi, d'arriver à la qualité du monde Breath of the Wild, Elden Ring? Ils tentent par des petits moyens, par des petites rustines à droite à gauche, de s'en rapprocher. D'accord. On l'a vu avec Valhalla et compagnie. Je pense c'est qu'ils aimeraient, mais qu'ils n'y arriveraient pas. Okay. J'ai l'impression qu'on a un point justement de divergence où il y a j'ai l'impression qu'il y a deux sillons, qu'il va y avoir peut-être un monde ouvert plus mécanique et l'autre plus systémique, et que tu vois le genre Horizon, Assassin's Creed et tout, peut-être va continuer, il va peut-être même s'affirmer. Je dis n'importe quoi, on va peut-être repartir en arrière, où on va continuer à mettre des points d'interrogation et des points d'exclamation plus gros que ce qu'ils n'étaient, là où aujourd'hui, comme tu dis, tous les mondes ouverts aujourd'hui essayent de les masquer pour aller dans la direction d'Elden Ring et Breath of the Wild.
Peut-être ça va pas être soluble, c'est ça que je veux dire. Ouais, non mais je suis d'accord sur les deux voies, hein, mais je pense que c'est plus par défaut presque qu'on les a que par réel, tu vois, c'est pas revendiqué quoi. Et peut-être qu'en affirmant justement ce côté très mécanique à Horizon Assassin's Creed, peut-être qu'on va avoir justement une voie réellement différente, même ludique, tu vois, il y aura vraiment deux franges différentes. Je sais pas. Peut-être, mais autant l'approche Horizon 2 n'a rien d'infamant et ça reste très efficace, mais à chaque fois, tu vois, Horizon, on l'a dit, à chaque fois le premier est sorti en même temps que Zelda, le second sort en même temps qu'Elden Ring. Catastrophe. À chaque fois, le comparatif fait mal, même si je pense beaucoup de bien de Horizon 2, quoi. En tout cas, ce que je pense, moi, c'est que la formule Breath of the Wild et Elden Ring est plus dure à créer. Et c'est pour ça qu'elle est moins répandue et elle nécessite beaucoup plus de travail. Tu l'as dit, Horizon 2, c'est une très bonne suite, c'est un bon jeu. Il souffre inévitablement, il faut, je pense, en être conscient de la comparaison avec Elden Ring, hein, même si je dis qu'il y a deux écoles et tout, ça je pense que c'est vrai. Je pense que c'est un peu dommageable même, parce que Horizon 2, on n'en parle déjà plus, alors que franchement... Il y a eu sa semaine de shine sur les feux de la rampe, et puis ça s'est arrêté aussi vite que c'est venu, quoi. Ouais, carrément. Un truc qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que Horizon 2, je trouve qu'il entérine vraiment la volonté de Sony, tu vois, de faire de Horizon une grande franchise et de faire du personnage de Aloy, tu vois, une égérie de la marque, hein, petit truc rigolo, Aloy a fait la une de l'édition numérique de Vanity Fair en Italie, donc ça c'est sympa. Un détail aussi, Aloy c'est la première chose qu'on voit sur le trailer au début du film PlayStation, du film Uncharted sur PlayStation Prod. Aloy c'est vraiment la première personne que tu vois, et là vraiment ils enfoncent le clou sur Aloy c'est important, Horizon c'est important. Ouais, puis Sony a mis la gomme, c'est J'ai mis sur la com. On a vu à Paname, ils avaient décoré les stations de métro. T'avais une cosplayeuse qui était dans la rue en train de faire des pauses. Il y avait une grande statue d'Ino aussi. Ouais, ils ont. Enfin, je pense que c'est top 3 lancement marketing de l'année en ce jeu vidéo. Hein. Quel mois de mars? C'est pour ça. Non, c'est février. C'était février. Là, on est déjà. Le temps passe vite. Bon, il y a un truc que je me suis gardé pour la fin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai parlé du scénario. Hein. C'est le truc qui nous a fait tous les deux rester en haleine sur le premier épisode. Et dans Horizon 2, l'histoire elle reste vraiment très bien. Hein. C'est un gros point fort du 1, c'est un gros point fort du 2. Mais franchement, ce jeu, j'ai du mal à voir autre chose qu'un hommage à Mass Effect 2. Hein. Franchement, c'est alors au-delà de sa thématique pour l'espace. Bien que, mais dans sa construction, dans sa place d'une trilogie qui va sans aucun doute arriver, c'est plus qu'un hommage. Je trouve que Mass Effect, il est presque cité, tu vois, dans l'ensemble de l'aventure Horizon 2. Ça consiste à faire déjà un premier truc, c'est que tu fais un team-up. Team-up, ça veut dire quoi, Nico, toi, spécialiste du comics? Tu crées une équipe. Ouais, c'est ça, quand tu vas aller à gauche à droite. Tu recrutes des membres. Voilà, et donc tout Horizon 2, c'est un team-up. Mass Effect 2 encore. En fait, on possède... Là, c'est pas du spoil, ça arrive très très vite. Hein. Tu possèdes une base avec tous tes alliés. T'as des dialogues avec des relations qui évoluent en fonction des conversations. T'as Aloy qui possède ses quartiers perso avec tes objets, des figurines. Pour tous ceux qui ont joué à Mass Effect 2, là, ils savent de quoi je parle. Et le jeu, au final, en fait, c'est clairement une transition dans une trilogie. Pareil, là, franchement, Horizon 2, ce n'est qu'un pont. C'est pour ça que vraiment, il incarne, je trouve, une certaine forme... de jeu qui est comme Mass Effect 2 quoi. Ouais, mais faut expliquer peut-être pour les gens qui savent pas, c'est que c'est plutôt péjoratif quand tu dis c'est un peu le Mass Effect 2 d'une trilogie, c'est-à-dire l'épisode du milieu qui n'apporte pas grand-chose, ne fait pas trop avancer le schmilblick et qui est plus là pour un peu faire une transition entre deux moments forts. C'est ça. Alors, c'est vrai. En fait, c'est une sorte de statu quo, tu vois, au niveau des forces en présence. Au début et à la fin, c'est un peu la même chose. Au niveau de la situation, à quelques subtilités, on est aussi sur la même chose. C'est un constat qui peut être fait sur Horizon 2, sur Mass Effect 2. C'est des jeux de transition. Néanmoins, pour plein de fans, Mass Effect 2, c'est le préféré. Hein. Donc attention, je dis pas que c'est quelque chose qui est dommage, je dis juste qu'on est sur quelque chose de similaire en termes de construction. Ouais. Alors je verrai moi quand je reprendrai ma partie, mais ce que tu me dis, ça m'inquiète un petit peu, mais je trouve qu'il y a rien de plus frustrant de terminer un jeu en disant qu'est-ce que j'ai fait par rapport au début, pas grand chose, il y a rien qui a avancé quoi. Rappelez-vous Indiana Jones, donc c'est le 3. Mais c'est un peu ça, tu vois, c'est que si tu joues, tu kiffes, t'es là, t'as fini ton jeu, en plus t'as un gros endgame sur Horizon 2, vraiment t'es dans le plaisir. Mais si tu prends un peu du recul, hein, comme on dit, la big picture, tu dis mais attends, mais j'ai rien à bouger. Enfin, je suis au même niveau. T'as un statu quo global. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, il y a des détails. Hein, je sais bien que c'est pas exactement pareil. Oui, mais... puis on apprend quand même des trucs. Hein. Moi, déjà à mon niveau, j'avais vu pas mal de choses sur le scénar, sur cette fameuse un peu méta histoire, même si ça court que sur une saga. Mais c'était quand même assez intéressant. Il y avait des pistes intéressantes. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. T'apprends plein de trucs. Il y a des nouveaux éléments.
Mais voilà, c'est qu'à la fin tu te dis mais là où j'en suis, où j'en étais, d'accord, ok. Voilà, en tout cas pour Horizon 2, on va quand même le pousser une dernière fois, on a quand même trouvé ça vraiment super, notamment le endgame. Je vais juste finir sur un truc, c'est que dans des grands jeux, on a des grands méchants, tu vois, par exemple sur FF7, vous savez, on a Sephiroth. Oh. Dans Zelda, on a Ganondorf. Oh. Et dans Horizon 2, on a Gérard et Eric. C'est le nom des méchants. C'est vrai c'est un petit spoil, mais... Ils sont français. Non, mais je vous jure, c'est pas une vanne. Les méchants du jeu, c'est Gérard et Eric. Donc, ça peut-être ça. C'est un peu les filles d'à côté, ça, c'est pas les noms des voisins. ça m'a fait ultra marrer. Ça, c'est pas pour diminuer le jeu. C'est vraiment excellent. Allez-y. J'ai l'impression je l'ai défoncé le jeu. Oui, non, mais tu vois, moi, sur une semaine, j'ai quand même passé 15 heures, j'ai quand même passé du bon temps. Horizon 2, c'est un jeu qui est capable de marquer une année de jeu vidéo, ce qui est remarquable et ce qui est pas donné à tout le monde. C'est vrai que face à lui, il y a Elden Ring qui marque le jeu vidéo. Quoi. Exactement, j'ai une question à ce sujet. Tu crois qu'on va s'en souvenir à la fin de l'année? D'Horizon 2? Ouais. Bah, je sais pas, ça sera le moment de faire le bilan. Tu t'en rappelles déjà? T'as envie d'y retourner, toi, ou? Ouais, bah, tu m'as quand même pas mal chauffé parce que t'as quand même poncé le jeu, t'y es revenu après, même en ayant commencé Elden Ring, il y avait quand même des choses à faire et à voir, donc j'y retournerai avec plaisir quand j'aurai fini Elden Ring. Mais... Bon, avant de parler enfin de Elden Ring, parce qu'on a envie d'y jouer, on a envie d'en parler, c'est l'heure de l'interlude. Top 3 jingle à toi, Nico. Le meilleur moment. Cette semaine, le top 3, c'est le top 3 des jeux encore magnifiques aujourd'hui. Quel est cet intitulé un peu bizarre? Ça veut dire quoi, un jeu qui est encore magnifique aujourd'hui? Alors, c'est un vieux jeu, donc 2D, 3D, peu importe, mais qui date quand même un petit peu, et qui, si tu le lances aujourd'hui sur ta télé, bah, tu dis, ah putain, il est encore joli, quoi. Je peux remonter jusqu'à quand? Parce que Red Dead Redemption 2, il est quand même 5 ans. Ouais, mais là, tu triches un peu, quoi. Pas si, voilà, faut quand même au moins une génération en arrière. Mais déjà une petite mention, parce que Red Dead 2 à 5 ans, c'est quand même pas mal. Il met la pilée à pas mal de monde encore. Ça peut être un jeu magnifique. Ça peut être rigolo. Allez, vas-y, balance ton top 3, commence par le 3. Alors, Legend of Mana, le jeu de Square Enix, sorti sur PlayStation et qui on a eu droit à un remake il y a pas longtemps. Ouais, j'allais te demander, attention, lequel? Et c'est de la 2D, mais de la 2D, la plus belle 2D que t'as vue de ta vie, quoi. Oh là, je sais pas. C'est du Vanillaware avant l'heure, donc on est plus magnifique. dans les pixels, là c'est vraiment des aplats super jolis et tout. Et ce jeu-là, tu le rebranches aujourd'hui, alors certes c'est de la SD, mais c'est toujours super beau, quoi. Il est vraiment magnifique, c'est clair. Mon top 3 à moi, c'est Automodelista, un jeu de voiture par Capcom. Alors déjà, c'est rigolo, parce que Capcom, c'est pas les spécialistes du jeu de voiture, donc c'est un jeu plutôt arcade déjà. Je pense qu'on est les seuls à en parler aussi régulièrement de ce jeu, puisqu'il a été un peu oublié des tablettes. Automodelista, c'est un jeu de 2002. Alors c'est un jeu en cel shading, et je me demande si le cel shading dans ce top, c'est pas un peu triché. Bah, c'est la formule pour ne pas faire vieillir ton jeu, quoi, clairement. Wind Waker, Jet Set Radio, Camille, ça c'est des belles mentions. On aurait pu les citer, clairement. Allez, go pour ton top 2. Et ben, cel shading, monsieur. Oh, tu triches, c'est vrai. Killer 7. Killer 7, jeu de Capcom sur GameCube, PS2, et là on pense qu'on veut du jeu, nous je pense qu'on aime plutôt pas mal ici, ouais, carrément. Et le jeu, je trouve il a une DA magnifique avec sa plat tranchée, ses couleurs très contrastées, et il reste très très beau aujourd'hui. Il est ressorti sur PC d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça. Il n'est pas chez nous consoleux. Ouais, et je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils attendent, mais c'est super beau, quoi. Pour ne pas faire vieillir une texture, il ne faut pas la mettre. Ce qu'a fait Suda avec Killer 7, il n'y a pas c'est à la fois une vanne et à la fois très vrai. Bah ouais. Mon top 2, c'est Silent Hill 3, un jeu de 2003. Et, Konami, évidemment. 3e épisode, évidemment. Silent Hill, bien sûr. Bah, lancez-le. Franchement, les visages, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Bon, au-delà du fait qu'il a encore une patine de ouf, c'est, comme tu l'as dit, c'est ce visage. Alors, à mater, évidemment, sur une télé cathodique, c'est toujours mieux. Sur un 4K, ça doit piquer, mais c'est encore tout à fait sublime. Bah, c'est les grandes DA qui ont tellement de force qu'elles vieillissent pas. Là, t'as tout le travail sur le grain de l'image, le brouillard et compagnie, ce qui fait que les textures, elles sont super travaillées. C'est magnifique. Ton top 1? Mon top 1, c'est Resident Evil Rebirth. Alors là, on triche un peu aussi, mais c'est pas avec du cel shading, c'est avec des décors en 2D précalculés. Et putain, la claque qu'on s'était pris à l'époque sur GameCube, et encore aujourd'hui, le jeu, de toute façon, il ressort tous les 3 jours à peu près sur n'importe quel support. C'est super beau. C'est encore magnifique. T'as des effets qui suintent, côté organique. Le meilleur jeu. Ça manque peut-être un poil de mouvement, dans les décors, et encore, c'est déjà un peu plus développé que dans les... Il y a des petites flammes, il y a des petits trucs qui bougent. Mais quelle claque. Est-ce que ça existe? Parce que la 2D précalque, c'est un bon moyen de pas faire vieillir son jeu. Le cel shading, c'est un bon moyen de pas faire vieillir ton jeu. Est-ce que ça existe un jeu en 2D précalque en cel shading? Du coup, là, ton jeu, dans 1 million d'années, il est encore beau? Fear Effect.
Putain, oui. Fear Effect, t'as un très bon ludothèque sur Fear Effect. Et pourquoi t'as pas cité Fear Effect? Alors là, parce que j'ai oublié. Et je pense que je suis cité dans 15 top déjà, c'est un de mes jeux, cultes. Mais il vieillira jamais celui-là. C'est parce que là, du coup, c'est le. Pour le coup, là, si, parce que la compression en fait, c'est pas tant des fonds précalculés que des FMV en fait camouflés derrière. Et tu vois que c'est de la SD, genre YouTube 360p, quoi. Mais de toute façon, on veut une confirmation de ce remake du 1, là. Mais de ouf, qui n'arrivera jamais, je pense. Et le 1, c'est l'heure de mon top 1. Alors moi, c'est un jeu qui s'appelle Flink, et c'est un jeu Mega Drive et Mega CD. Je vous conseille notamment la version Mega CD pour si vous voulez juger de la pertinence de ce top 1. Donc Flink, un jeu de 94 par Psygnosis. Alors Psygnosis, c'est spécialiste de Wipeout, Formula One, Destruction Derby. Donc c'est des bons, niveau technique et DA, c'est des bons. Ouais, donc là, ils sont sur un jeu de plateforme, donc c'est quand même assez étrange. Donc Psygnosis, ça vous dit quelque chose? En 99, c'est eux ils sont devenus Sony Liverpool. Ils ont fermé en 2012, et les pauvres, en fait, pendant 13 ans, ils ont fait Wipeout et Formula One, c'est tout. Mais fut un temps, ils faisaient des jeux de plateforme plutôt cool, plutôt stylés. Et en tout cas, Flink, mais mettez-moi ça sur YouTube. Franchement, c'est ultra beau. Et c'est un jeu que les Sega-philes comme toi, ils connaissent, ou c'est même des fans de Sega, c'est un jeu un peu bresson, peu connu? Non, je pense que sur Mega Drive, quand on était petit, alors je vais dire un truc, mais c'est une jaquette qui marque. Tu vois, on a tous, quand on était petit, des jaquettes qu'on a en tête et en mémoire, et des jeux qu'on a peut-être pas fait forcément. Par exemple, tu vois, Ginoog, tu te moques de moi. Mais le jeu qui a le pire nom du monde. Mais ce jeu, avec ce mec avec torse nu musclé avec des ailes d'ange, peut-être tu te dis, mais moi il m'a marqué quand j'étais à Carrefour et que je dis, c'est quoi? Et pareil, tu vois, Flink, c'est ce genre de jeu qui marque, et lui en fait c'est qui derrière il confirme, c'est quand tu mets le jeu, c'est sublime. En tout cas, allez regarder, c'est beau. Le top 3 des jeux qui sont encore magnifiques aujourd'hui. Petite mention, parce que on a triché cette fois, on avoue, on n'a pas pu s'en empêcher, on en a parlé avec la team, chacun a balancé ses jeux. Et petite mention de la team pour Ken, c'est Surstrike. Franchement, Street Fighter, Surstrike, plus belle 2D Street Fighter. L'animation qui casse la gueule. Pour Damien, c'est FF12. Ça. Et encore un Matsuno derrière. Pour Ludo, c'est Vagrant Story. Donc là, c'est comme dans Silent Hill 3, les visages remis dans le contexte de l'époque, c'est un truc de ouf. Et même aujourd'hui, le jeu, il manquerait juste la résolution de le mettre, la passer en HD. Et le jeu, il est magnifique. Il est magnifique. N'hésitez pas à nous balancer vos tops ou vos idées de top. Il est l'heure de parler d'Elden Ring. Encore et toujours, Elden Ring, le phénomène de ouf depuis une semaine. Quelques chiffres sur ce phénomène. Le premier week-end, il a fait 900 000 joueurs en live sur Steam. Donc, pour vous donner une idée, parce que là, ça veut dire quoi? C'est juste le triple de Sekiro sur l'échelle des FromSo. Il rentre donc justement sur les live streams sur le top 10 all-time. C'est le seul jeu solo avec Cyberpunk. Donc, tu vois, déjà, il n'y a qu'un seul jeu solo. Le reste, c'est que du multi-tâche. Et Cyberpunk, au niveau hype, buzz et tout, au-delà du fait qu'il était tout pété, on était haut. On était quand même super haut. Tu m'as fait passer aussi un article, Nico, sur tout ce qui est couverture presse. Il a fait le double. Alors, on va vous donner des chiffres parce que c'est assez obscur, mais il a éclaté, il a ouvert en deux Horizon 2, alors que Horizon 2 soutient Sony au niveau de la com, et puis c'était l'une des grandes sorties les plus attendues. Elden Ring, en termes de couverture presse, l'a ouvert, quoi. Après, est-ce que c'était volontaire ou pas, mais la communication a été un peu discrète d'Elden Ring. Il y a même des moments où on a flippé un peu en disant, mais pourquoi on n'a pas de news du jeu? Et cette rareté-là, forcément, s'est transformée en intérêt de la part de tous, et je pense que ça a joué pour lui aussi, quoi. Oui, c'est vrai qu'il a connu un petit report. Dernier chiffre que Ken nous a fait passer sur le Steam Spy, donc les petits malins qui essayent de deviner combien les jeux sont vendus en fait par des algos. Sur PC, sur Steam, le titre serait en une semaine entre 5 et 10 millions. Alors oui, grosse fourchette. C'est un peu massif, mais tout ça pour dire que entre 5 et 10 millions uniquement sur PC, on parle pas de console, on parle rien. En comparaison, Sekiro, c'est 5 millions. Rien que si on prend le plancher de 5 millions, ça reste colossal, quoi. Dark Souls 3, c'est 10 millions. Donc incroyable. Enfin, là, on est à une semaine, c'est un truc absolument de ma boule. Alors la question qu'on va se poser là dans la chronique aujourd'hui, c'est en fait, pourquoi cet épisode, pourquoi lui il fonctionne plus que les autres, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Donc Nico, là je vais te présenter des arguments, tu me diras s'ils sont recevables ou pas, est-ce que tu en penses, est-ce que tu as des nouveaux arguments? Je peux avoir un petit marteau de juge tu peux avoir, mais je crois que le son ne sera pas d'accord. Ils vont un peu tirer la gueule à la prod, toute l'équipe de la prod qu'on a, le studio 3. Boulogne-Billancourt, évidemment. Premier argument, attention, c'est le studio.
Alors ça veut dire quoi le studio? From Software, en fait, je pense qu'il fait partie aujourd'hui des studios dont le nom il est connu de tous, des joueurs, de ceux qui sont gamers qui suivent l'actu et du grand public. Et en fait, il se place à côté de, je sais pas, Naughty Dog et Rockstar. Et là maintenant aujourd'hui, on peut dire Naughty Dog, Rockstar, un jeu FromSo, quoi, une sorte de label d'excellence et qui a même sa propre culture, sa propre identité. Et c'est quelque chose qui se construit avec les années, avec les épisodes. Mais rappelle-toi, il y a FromSo, il y a 20 ans, c'était une punchline. C'était des jeux éclatés, c'était des jeux que personne ne regardait en vitrine. Enfin, c'était même pas une punchline, c'était From quoi. Enfin, c'est la plus belle réhabilitation de studio, je pense, depuis la nuit des temps, quoi. Miyazaki, ce génie ancien comptable qui est arrivé, qui a cassé... Je découvre le jeu vidéo avec Ico. Qui a cassé le game du jeu vidéo, qui est aujourd'hui président, en fait. Aussi game designer. Enfin, je pense qu'il faut faire un film sur sa vie. Tellement. Un jour. Deuxième argument, le nom. Alors, le nom Elden Ring. Alors, pourquoi c'est un argument? Parce que je pense que Elden Ring, c'est un nom qui va créer la rupture avec Dark Souls. Dark Souls, c'est la franchise qui est très très populaire, c'est vrai, mais qui commençait à faire peur à une partie du public, en tout cas qui commençait à avoir une réputation de jeu dur. Tu vois, Elden Ring, de par son nom, nous dit en fait que c'est comme Dark Souls, mais c'est pas Dark Souls. Bloodborne, c'est vrai, c'était déjà le cas, c'est vrai, mais c'était en 2015, la popularité du studio, on vient de le voir, en 2015 c'était déjà quelque chose, mais c'était pas du tout la popularité d'aujourd'hui. Il y avait Sekiro, c'est vrai aussi, mais c'était un jeu un peu dans une ambiance, tu vois, Japon féodal, tu vois, ce qui peut être un peu plus clivant que de l'heroic fantasy ou de la dark fantasy. Ici, l'idée, je pense, c'est de faire de Dark Souls sans dire Dark Souls. C'est faire de l'heroic fantasy hypnotisante, tu vois, façon Dark Souls, mais s'éloigner de l'image dure, en fait. Est-ce que tu crois que Elden Ring, d'arriver avec un peu genre, salut, c'est une nouvelle IP? Ouais, bon, sur la com et tout, on y viendra après, je crois, ouais. Mais sur le, je serais super cynique, je veux dire, Elden Ring, ça rappelle un peu Elder Scrolls, Ring, Lord of the Ring, tu vois, ça convoque des termes qui sont dans l'inconscient du fan de fantasy, très très forts. Donc, tu les accoles, ça fait Elden Ring, quoi. Alors, pour la vanne, on sait que From Software, justement, à l'époque où on leur donnait même pas l'heure dans la rue, parce qu'ils avaient des jeux éclatés, ils avaient sorti un jeu qui s'appelle Eternal Ring. Est-ce qu'il y aurait pas des infos dans le lore qui nous diraient que c'est une suite? Il va falloir aller diguer très loin. On va mettre nos meilleurs inspecteurs sur le coup. Eternal Ring, alors celle-là, il fallait la sortir. Autre argument, le temps qui passe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Je pense que finalement on était un peu en manque de Souls-like, ou en plus on était un peu en manque de Dark Souls. Donc avec la Dark Fantasy, j'entends, Sekiro, c'était il y a 3 ans. Donc on était en 2019, c'était un peu différent des Dark Souls, donc on va dire on oublie. Dark Souls 3, c'était 2016, il y a 6 ans, donc tu vois. Donc Elden Ring, c'est un Souls pur jus, dans la formule qui reste presque la même, on va y venir, mais qui sort 6 ans après Dark Souls 3, finalement on était un peu en manque, quoi, on en voulait un. Ouais, alors que paradoxalement, la formule des Souls a un peu essaimé dans le jeu vidéo, mais c'est jamais pareil que quand c'est le daron qui revient frapper à la porte, quoi. C'est vrai, c'est ça, il revient, il dit papa is home. Papa c'est moi. Papa is home, petit mix franglais là, très élégant. Mais en fait, tu vois, le fait d'espacer comme ça, même s'ils abusent, tu vois, on reparlera de la formule des Souls qui évolue, qui s'agrémente et qui s'enrichit. Mais s'ils abusent, avec un temps si espacé, l'essoufflement sera forcément un peu mineur, parce que sur Call of, FIFA, Assassin's Creed, choisissez l'IP que vous voulez, si tu es à un jeu par an, finalement l'essoufflement, il arrive aussi plus vite, tu vois. Il y a le côté marronnier qui est ludique, et que t'as ce côté réconfortant de chaque année retrouver ta licence, etc. Mais tu saoules les gens à force, clairement, et surtout si tu te révèles pas derrière. Et pour des jeux en plus qui sont quand même longs et exigeants comme les Dark Souls, si on s'en tapait un par an, quand même, ça serait un peu contraignant, quoi. Ouais. Bon, là, gros argument, je pense qu'on va squatter, 5 petites minutes. C'est le gameplay. Alors, encore une fois, on vous rappelle, c'est pas l'heure de la critique, tout ça. Là, c'est vraiment des arguments pour faire et pour dire que c'est un jeu qui va un peu fédérer, plus que Dark Souls 3, plus que les autres From Software. Et cet élément de gameplay qui est assez différenciant et qui va un petit peu tout changer, c'est le monde ouvert. Même si Dark Souls 1 proposait une forme assez élevée de liberté, d'ailleurs le débat de savoir si Dark Souls 1 était monde ouvert ou pas est pas stupide à mon sens, ça discute. Elden Ring, tu vois, c'est carrément autre chose, tu vois, c'est un monde ouvert, un vrai, visuellement ouvert, vaste, aéré, tu vois, avec des espaces qui sont énormes. Et ça change un petit peu les choses. Premier truc, c'est que la mode, depuis quelques années, elle est au monde ouvert. C'est populaire, ça marche, ça vend. Ne serait-ce que cet argument de base, le fait de dire c'est un vrai jeu monde ouvert, c'est quand même quelque chose qui est attirant. Il y a une partie du grand public qui va dire ça j'aime bien moi faire ce que je veux. Ouais, puis il y avait un pari, je pense, de FromSo aussi, d'avoir envie de se confronter aux big guns, tu vois, comme on dit, aux grands garçons, d'aller sur leur terrain et pour dire vous avez vu un peu, je peux faire aussi bien que vous. Donc ouais, clairement, il reprend la formule qui est à la mode en ce moment, quoi.
L'autre truc avec ce monde ouvert, c'est qu'il va donner une certaine forme d'illusion. Une illusion, entre guillemets, alors c'est des mots, il faisait un peu marcher sur des œufs, une illusion de facilité, tu vois. On a la sensation d'être moins cloîtré dans ce monde ouvert. C'est moins anxiogène. On peut souffler, on peut s'enfuir. Alors, que ça soit vrai ou pas, ce que je veux dire, c'est qu'on est en termes de sensation. Et c'est vrai que, par exemple, sur un Dark Souls, si tu bloques, bah, tu vas être là avec ton boss, à tryhard, et tout ça, et que tu vas te sentir cloîtré, l'ambiance est lourde, elle est pesante et tout. Là, Elden Ring, c'est quelque chose qui est réellement et visuellement aéré, et qui va t'inviter à dire, bah, si tu bloques là, va plutôt aller de l'autre côté. Et ça va plutôt bien se passer. C'est ça aussi, cet argument du monde ouvert qui va, au-delà d'inviter et d'être à la mode, de dire, bah, ça va bien se passer. Ouais, Dark Souls, t'avais parfois le côté inéluctable, en mode, j'ai pas le choix, faut que je bute ce boss pour avancer, et je suis frustré parce que je passe des heures et je n'avance pas, quoi. Ouais. Et là, bah, t'as toujours l'option d'aller explorer, mais même pas tant d'aller te battre ailleurs, mais juste te balader, visiter, découvrir, ouvrir le monde un peu, quoi, et revenir après quand tu veux. Et moi, je sais qu'il y a des boss, entre la première fois où je les ai affrontés et quand je les ai battus, j'avais peut-être pris 10 niveaux, tu vois, donc là, le combat n'est pas du tout le même, quoi. Et les habitudes, on l'a dent dure, comme on dit. Damien, quand même, qui est expert, il a écrit 2 bouquins sur le sujet. Sur Elden Ring, en fait, il est allé se buter contre le premier boss, parce qu'il y a un nouveau système aussi, une petite aide, qui t'indique à chaque point de grâce, donc les feux de camp, où est la direction, entre guillemets, de la quête principale. Et en fait, Damien, comme il y a cette aide, bah, il a dit, bah, la quête principale, elle est là. Et en fait, il faut savoir que sa réaction est tout à fait logique. Dans tous les Souls, t'as une certaine forme de liberté, tu peux aller dans plusieurs zones en même temps, mais le jeu va toujours te remettre dans le droit chemin en te disant, là, c'est trop haut niveau, il va t'éclater en deux, et il va te dire, ça, c'est pas la bonne solution, choisis une autre solution. Et tu vas te faire ouvrir en 2, en 3, en 4, jusqu'à ce que tu trouves bah, le vrai chemin. Et là, en fait, Damien, il s'est dit, bah, le vrai chemin, on me le donne, c'est celui-là. Donc, il a tryhard. Sauf que Elden Ring change les choses. Il va falloir faire l'opposé pour justement farmer, justement un petit peu se balader. Et justement, farmer, c'est l'autre argument un petit peu de ce monde ouvert, c'est que maintenant, c'est un petit peu moins contraignant. C'est presque agréable, c'est même pas du farm, c'est que tu vas continuer, tu vas te balader et tu vas naturellement monter de niveau. Ouais, c'est ça, c'est de l'exploration, de la découverte, et des fois je me balade pendant 1 heure, puis je me dis tiens, putain, j'ai de quoi prendre un niveau, je m'en étais même pas rendu compte parce que j'ai tué quelques ennemis sur le passage, et je pense que c'est la formule la moins contraignante de farm là-dessus, quoi. Parce que le farm existe dans tous les Souls, mais là, du coup, elle est quand même plus agréable. C'est ça qu'on veut dire là, c'est que c'est des arguments qui vont inviter, qui vont faire en sorte que le jeu fonctionne plus, quoi. Après, c'est vrai que là, on est à 15, 20 heures, 25 heures de jeu en général, donc on sait pas si ça se prolonge jusqu'à peut-être qu'il y a un moment où le jeu te met une sorte de baffe dans la tête, en mode là, ça y est, on arrête de déconner, quoi. Mais en tout cas, pour l'appréhension de l'aventure et les premiers pas dans l'aventure, c'est le cas, quoi. Ouais. Autre chose avec le gameplay, c'est les possibilités en jeu. Tu vois, Elden Ring, il va quand même nous proposer des facilités, des options de qualité de vie. Par exemple, tu peux te téléporter gratos quasiment partout. Alors ça, c'est quand même pas mal, ça change la vue. Il y a beaucoup de spots de sauvegarde, donc des feux de camp qui sont appelés ici des sites de grâce. Et quand tu meurs, en fait, tu peux choisir de revenir à un site de grâce ou à une effigie de Marika, une petite statue. Et en fait, ces petites statues, il y en a quasiment tout le temps avant les boss. Et donc ça, c'est des sortes de petits checkpoints qui t'imposent plus de retracer un parcours complet jusqu'au boss, et ça aide souvent. Après, ça a quand même des contraintes. C'est-à-dire que tu n'as pas accès à toutes les options que t'offre un feu de camp, mais ça te permet de retenter un combat, par exemple, si tu veux bosser un peu pour apprendre les patterns du boss, de manière plus simple. Ouais, c'est ça. Donc on l'a vu, on peut se téléporter quasiment quand on veut. On peut aussi invoquer son cheval boucle pour voyager plus simplement, et puis pour se battre aussi. Alors dans l'équipe, tout le monde n'est pas adepte du cheval boucle. Moi, c'est comme une moto. Je suis un peu le spécialiste, comme dans Death Stranding où ta moto t'accompagnait partout. Mais franchement, je pense que ça fait partie. Je suis désolé, je tape dans le micro. Ça fait partie de ces facilités. Ce cheval, c'est quelque chose en fait qui fait partie du monde ouvert. C'est une option, on va dire naturelle. Mais franchement, ayez le réflexe de monter sur le cheval, c'est un truc de malade. Quel plaisir à le piloter, je veux dire, la maniabilité du cheval est super impeccable. Tu l'as dit, quand on meurt contre un boss, en fait, tu peux revenir, tu peux tryhard, mais tu peux aussi essayer de faire quelque chose d'autre. Et du coup, tu n'es pas obligé de te taper en boucle le même niveau, en fait, ou des pans entiers du même niveau, ce qui était le cas dans les Dark Souls, quand t'avais pas. Donc là, c'est des petites effigies de Marika qui vont te téléporter juste devant le boss. Avant, t'avais ton feu de camp qui était des fois un petit peu à Zion, et en fait, à chaque fois que tu essayais, c'était un petit peu long, quoi. Ouais, puis c'est le meilleur moyen de provoquer de la frustration. Quand tu fais de la répétition dans le même environnement et tout,
bah tu commences à le détester le truc. C'est comme si tu voyais un mec dans la rue, chaque fois que tu croises ce mec, il te faut une tarte. Bah, je pense que tu vois ce mec, t'es vénère quoi. Donc C'est pas dans c'est dans Loki ça où tu sais il est en boucle et il y a quelqu'un qui lui met des bouffes. Ça. ouais. Donc et ça l'énerve. Bon et tout ce qu'on vient de dire en fait ça impulse du rythme, c'est plus fluide, nos parties il y a moins de friction, il y a plus de flow et vous l'avez pas remarqué mais depuis tout à l'heure en fait monde ouvert check, qualité de vie check, flow check. Sapristi, tu nous as manipulé. Les 3 piliers du jeu vidéo contemporain, mais bon, on n'y peut rien, on le répète souvent, mais c'est comme ça. Donc, du flow, de la qualité de vie, c'est vrai, mais ça pourrait être encore mieux. C'est vrai que tout n'est pas ultra lisible dans Elden Ring. Tu vois, c'est un vrai jeu à wiki, et je parle même pas du lore, hein, je parle que c'est un jeu à wiki dans le sens large. Il y a des choses qui sont pas explicites, qui sont pas explicitées. Tu vois, je dis n'importe quoi. Même s'ils invitent, ils facilitent beaucoup de choses. Toute la partie stat n'est pas expliquée. Les lettres à côté, les points d'attribut, si t'es pas un ancien, autant te dire que je pense que tu comprends rien. Les catégories en elles-mêmes, tu vois, à quoi correspond chaque stat. Alors, au passage, les anciens, l'ésotérisme, c'est pas du tout dans Bloodborne, c'est la chance. Je me suis fait avoir parce que moi je suis un petit ésotéricos et donc du coup moi j'ai beaucoup de chance et en fait je suis dégoûté. T'es deg, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, le poids, ça c'est un truc de vieux aussi. Tu sais que si t'es lourd, tu fais des roulades, mais à quelle heure Les menus en général, hein, j'ai envie de te dire, tout ce qui est menuing, comme on dit aujourd'hui, c'est obscur et moi je suis pas un expert des Souls, mais si j'avais pas déjà dans les pattes un peu Sekiro et Demon's Souls, je pense que j'aurais galéré au début. Il faut toujours avoir quelqu'un qui t'initie un petit peu dans ces jeux-là pour t'expliquer un peu le béaba, quoi. Ouais. Et tu vois, expliquer tout ça, ils le font pas, mais s'ils devaient l'expliquer en jeu, ça serait ultra indigeste. Du coup, From Software, ils ont décidé de pas le faire. C'est chouette, ça crée du mystère. Et aujourd'hui, le problème auquel From Software doit se confronter, je pense, c'est trouver un équilibre là-dedans. Ne pas expliquer son jeu, inviter les joueurs, continuer à garder tout le mystère et le sentiment énigmatique qu'il y a autour des jeux From Software. Il faut qu'ils le conservent, c'est quelque chose qui fait partie de leur ADN, mais il faut qu'ils continuent à faire des pas en avant. Alors il y a plein d'exemples qu'on pourrait vous donner, mais on veut pas du tout vous spoiler, et il y a des choses, par exemple tu vois, avant tu pouvais tuer des PNJ, maintenant tu peux pas les tuer dans certains cas. Il y a plein de trucs comme ça où ils sont un peu plus light sur des trucs, mais ouais, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui opposent de manière un peu compromission et compromis, tu vois, et en fait, on se rend compte qu'avec l'expérience, ils trouvent des solutions qui facilitent la vie, mais sans jamais retirer à l'exigence générale. Exactement. Donc, c'est le meilleur des deux mondes, en fait. Et j'ai pas entendu de ces gens-là, mais je pense qu'ils existent, ces mecs qui doivent râler en disant Elden Ring, c'est plus aussi dur qu'avant, ça y est, c'est devenu de la merde. Ouais, des From Softos, quoi. Ouais, des gros blairos, peut-être. Non, mais c'est des conservateurs. Des conservateurs. Et tu vois, tout ce mystère, c'est quand même ultra important. Il faut que ça soit conservé pour l'âme du jeu, évidemment, mais aussi parce que ça fait parler. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut avoir quelqu'un qui t'initie au FromSo, aux Souls, c'est important, c'est pour les francs-maçons. Exactement, faut être invité, tu vois. Pour l'échange humain, c'est toujours bien, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais là, sur les réseaux sociaux, on ne parle que de Elden Ring. Ça ne parle entre nous, on parle que de ça, entre midi et deux. Le goûter, on parle tout le temps. C'est vrai qu'on a des enfants, mais oui, on goûte tous les jours. Tous les jours. Et en fait, tu vois, c'est un phénomène, franchement, on en a rarement vu des aussi forts, des aussi puissants. Alors, Mattel, Twitter, Insta, tout ça, je sais, c'est pas la réalité. On a chacun notre petit monde, notre petit vase clos. Mais là, c'était juste abusé. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'était quoi, il y avait un tweet sur 2 qui était sur Elden Ring. C'est incroyable. C'est comme Breath of the Wild, et c'est pour ça qu'on les compare aussi, qui, je pense, c'est les deux jeux jalons de ces 10 dernières années, c'est que ça crée une émulation, un partage, et en plus le fait que les deux jeux soient très ouverts, c'est que chacun en a vécu des expériences différentes, on avance chacun à notre rythme, et tous on est là, est-ce que vous avez vu ça? Exactement. Et à chaque fois sans trop en dire pour pas spoiler, mais et en fait c'est génial, je trouve, qu'à partager comme expérience, quoi. C'est un jeu, t'as envie d'en parler, mais tu peux pas. Et donc du coup, t'as forcément un espèce d'échange mystérieux qui se donne crée, envie, en fait. Qui donne envie. Et en fait, c'est juste un partage d'anecdotes. C'est que tu vas discuter avec des gens qui aiment le jeu vidéo, de dire, et toi t'as vécu quoi, et toi t'as eu ça, et toi t'as ici. Et tout ça, ça crée, ça concourt. On rappelle le but de la chronique, c'est de dire pourquoi ça marche. Ça, alors c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est le bouche à oreille dans sa plus simple expression, quoi. Ouais, et c'est ce qui a fait naître aussi Demon's Souls à l'époque. C'est le bouche à oreille qui l'a fait exploser. Donc et donc justement, on va en parler de ça, ce bouche à oreille. Le dernier argument, désolé pour le pragmatisme, c'est le marketing. Alors c'est dur à admettre, mais le marketing, en fait, sur Elden Ring, il a fait le taf, il a bien fait, et il a fait de ouf. Alors il faut déjà se rappeler que le marketing, il a fait fort au début de la saga, on vient de le dire, c'est né avec le bouche à oreille, mais très rapidement, le marketing, il a fait c'est quoi ce jeu? Ah, c'est dur, ah, vous allez mourir, ah, c'est ça en fait qui vous plaît? Ils ont
abusé sur cet argument-là. C'est devenu le jeu dur, le jeu vous allez crever. Et en fait, You Die est devenu le slogan, quoi. Exactement. Et ça a singularisé quelque part la série. Donc c'est quelque chose qui est... C'est Namco Bandai qui a eu du nez. Hein. Ce qui était perçu à la base comme quelque chose peut-être de négatif pour l'ensemble des autres jeux, c'était devenu le moyen de vendre ton jeu aux gens en disant non mais tu vas crever, tu vas en chier et tout, tu vas voir. C'est bien joué. C'était bien joué. Donc là, on va voir en quoi ils ont fait fort avec Elden Ring, mais bon, le marketing a toujours été vraiment excellent sur les Souls. Il y a aussi le coup de la collaboration avec J.R.R. Martin, donc auteur de Game of Thrones. Alors, évidemment, là, on en rigole tous. Qu'est-ce qu'il a foutu, combien il a pris pour mettre son nom, mais rappelez-vous, les premiers trailers, et je les ai matés, je les ai re-regardés, il y avait vraiment une belle mise en avant du nom de Martin, un nom qui apparaissait après un teasing, une apparition tout doucement, l'auteur de Game of Thrones qui collabore avec Miyazaki, c'est juste une dream team, c'est un rêve éveillé. Ça a fait parler de ouf, ça nous a tous stimulés de malade. Donc aujourd'hui, constater que l'effet n'est peut-être pas si probant, certes, mais c'est trop tard, on l'a tous acheté le jeu. Oui, et puis on n'est pas dans la Dream Team Chrono Trigger avec tu vois Yuji Horii, Sakaguchi. Là, c'est des gens du jeu vidéo connus par les fans de jeux vidéo. Martin, c'est le pont vers le grand public, vers Game of Thrones, vers tu l'as dit tout à l'heure. La ménagère, je sais pas l'expression, mais vers les foyers même qui n'ont rien à faire. Enfin, tu sais, je vois bien n'importe quel papier de Libération, j'en sais rien. Ah, l'auteur de Game of Thrones participe à un jeu vidéo. Mais c'est le pont vers l'extérieur. Mais quoi. T'as 100% raison parce que Martin, c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est l'auteur de la série qui a été adaptée et c'est la série qui a démocratisé, un peu comme le Seigneur des Anneaux, la dark fantasy. Tu vois, qui a tout le monde, tu vois, vos meufs, n'importe qui, les gamins, machin, et ados, tout le monde s'est intéressé à la dark fantasy, le truc de geekos tendu avec les livres, avec la tranche argentée, toi-même tu sais, qui n'intéressait que les tendus. Non, la dark fantasy, ça intéressait tout le monde. Tout le monde était à fond. Cool, ouais. HBO, tout ça, quoi. Tous les mercredis, je sais plus, c'était mercredi? Lundi matin? Quand on discutait tous, c'est lundi matin? Après le Game of Thrones du dimanche. Ben, c'était un phénomène populaire et tout le monde s'est intéressé à quelque chose qui était d'origine geek pour tous. Ben, Martin, c'était ça, on l'amène chez les Souls, on l'amène dans le jeu vidéo. C'est ça le truc. Je rigole parce que ma mère s'appelle Martine, donc. Tu sais, des blagues sur Martin, il y en a quand même pas mal. Bon, un truc sur les trailers, sur le marketing, tout ça, il y a tout ce qui est lié à la qualité de vie, à l'aide de jeu qui a énormément été mis en avant, ça a été plutôt bien fait, tu vois, la promesse d'aide en invoquant les joueurs réels, tu vois, ou les PNJ. Alors tout ça, c'était le cas dans les précédents Souls. Sauf que là, dans les trailers, c'est montré. Ils nous ont dit, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les gros pouvoirs, les trucs de ouf, dans le trailer, on voyait le personnage avoir été une Keyblade toute bleue, tu sais, de ouf. C'est des gros pouvoirs, c'est des choses qui sont impressionnantes. C'était le cas aussi avant. Dark Souls 3 s'appelait les Weapon Arts, c'était déjà le cas, sauf que c'était pas montré dans les trailers. Là, c'était montré dans les trailers. C'était impressionnant, tu vois, t'avais le souffle coupé, tu dis putain, mais je vais pouvoir me faire aider par des potes, je vais pouvoir faire des super pouvoirs. On n'avait pas mis la main sur la manette, que tout le monde disait on va s'en sortir, on va y arriver, ça va nous faire plaisir. Il y avait aussi finalement ce monde ouvert qui était super bien illustré dans les vidéos, la promesse de liberté avec le cheval. Rappelez-vous le trailer quand on a vu le cheval bouc qui sautait à la verticale de la falaise, on a pété un câble tous, on a fait mais c'est quoi ça, c'est quoi les possibilités? Tu vois, c'était vraiment quelque chose qui était fondamental. Et dernier argument sur ces trailers et sur ce marketing, c'est que ils ont été faits de façon très différente de ceux de Dark Souls 3 parce que les vidéos de Dark Souls 3, rappelez-vous, on voyait l'avatar qui ramassait. En fait, les boss lui pétaient la gueule, les ennemis lui pétaient la gueule, tout le monde défonçait l'avatar et tout le monde défonçait le joueur. C'était la vraie culture du « vous allez mourir ». Avec Elden Ring, c'est plus le cas. En fait, on voit le joueur en action, on voit le joueur qui défonce les boss, on voit le joueur qui défonce les ennemis. Il est dominant et c'est grâce au pouvoir, aux invocations, au cheval qu'il va en fait dominer le jeu et c'est lui qui va être, qui va avoir l'ascendant. Et ça, ça change tout par rapport à Dark Souls 3, ne serait-ce que que tu vois ce que tu vas impulser dans tes vidéos, et ce que le joueur et le public va prendre dans la gueule en regardant les trailers, c'est quasiment l'opposé. Ouais, mais c'est tout bête, hein. Je pense que FromSo et Namco Bandai, donc le volet à la fois de développement et marketing, on s'est rendu compte qu'ils étaient arrivés à la fin d'un cycle avec Dark Souls 3, et qui avait d'ailleurs été pensé comme ça, le jeu, donc ça sert à rien de refaire la même chose. Capitaliser sur vous allez mourir, on a convaincu ce qu'on avait à convaincre, maintenant il faut aller chercher les autres. Et ne serait-ce qu'Elden Ring, le côté prestigieux, le côté doré, tu vois, la police, c'est du doré. T'as une espèce, dans les premiers trailers, t'avais un petit filtre un peu comme ça, un peu doré. C'est le prestige, tu vois, c'est l'étape d'après. C'est maintenant, je suis légitime.
c'est moi le daron du game, bah, c'est moi le patron, quoi. Ouais, donc voilà, on est sur Elden Ring, sur les quelques arguments qui, à notre sens, ont fait que ça a fonctionné, que ça a créé et ça a généré en fait tout ce buzz. Pourquoi il semble être dans une bonne piste, enfin, dans le bon sillon pour éclater toutes les ventes, en tout cas des Souls-like. Est-ce qu'il va aller chercher des records de vente au global sur l'année? Je sais pas. Est-ce qu'il va aller chercher le GOTY? Ça sent bon quand même. Ouais, ça serait dur de dire que c'est déjà plié, mais bon. On a Après, envie de le dire. Ouais, mais il y a potentiellement Breath of the Wild 2, FF16, God of War 2, il y a quand même une grosse année qui s'annonce. Mais honnêtement, je vois pas qui pourrait piquer le GOTY à Elden Ring. Ouais, voilà, donc il y avait du monde ouvert aujourd'hui, il y avait Elden Ring, il y avait Horizon 2, des gros sujets, des jeux plaisants, Horizon 2 est cool, Elden Ring, on continue à kiffer dessus. Est-ce que c'est de ça qu'on va vous parler la semaine prochaine? Est-ce que tu connais le sujet de ta chronique de la semaine prochaine? Alors déjà, je te remercie d'avoir pris en charge les chroniques d'aujourd'hui, parce que tu m'as un peu sauvé la mise. Mais alors aujourd'hui, le jour où on enregistre, c'est les 5 ans de la Switch, donc et en plus d'être les 7 ans de sœur d'édition. Ouais, joyeux anniversaire. Ouais, bon anniversaire à nous. Donc on fera un point sur ça, sur la Switch. Alors on avait déjà parlé des ventes et tout à l'époque, mais là ça sera plus sur, après 5 ans de recul, est-ce que la Switch est une si bonne console que ça? Est-ce qu'il y a vraiment des gros jeux de qualité dessus? Ou est-ce qu'on s'est tous un peu enflammés par le concept ou par avec le Mirage Zelda? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est réellement au milieu de la vie de la console? Tu vas nous répondre. Exactement. Donc voilà, un point Nintendo, un point industrie. Alors à chaque fois qu'on fait des émissions avec des gros noms qui tâchent et des beaux visuels, Elden Ring, Horizon, vous nous écoutez, et quand on fait des trucs un peu pointus, il y a un peu moins de monde. Et alors là, avec Nintendo, moi je vais vous proposer un truc sur le futur du jeu de voiture. Alors s'il vous plaît, venez, écoutez, franchement ça va être sympa. Franchement, le peu que tu m'as teasé, ça a l'air très intéressant. Avec donc en point de mire évidemment Gran Turismo 7, ça sera le point fort, mais j'ai eu l'occasion et le temps de finir Grid. Donc au moins le solo de Grid, et j'ai bien attaqué le mode carrière, qui sont deux choses différentes. Donc ça c'est fait, et j'ai fini Grid. Je vais vous parler d'un business model du jeu de voiture avec e-racing, et je vais vous parler du solo de Gran Turismo 7, tout ça pour parler du futur du jeu de voiture. Nintendo et des caisses, c'est pour la semaine prochaine. L'occasion de vous remercier encore chaudement. Vous êtes beaucoup, sauf quand on parle de sujets pointus. Mais on est quand même ouf, parce qu'on n'a même pas parlé de l'anniversaire alors que c'est les 7 ans. Et on est, oui, ça reste un podcast sur d'édition à la base, monsieur. C'est vrai, tout à fait. Écoute, on fait la bise du coup à Ken, à Ludo, à Damien qui, eux, fêtent dignement les 7 ans. On va aller prendre des petits gâteaux et du champagne parce qu'il faut bien fêter ça. On vous remercie encore et on vous dit à la semaine prochaine. Achetez des livres aussi.